On sort de la voiture, direct, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont, peut-être qu'ils ont un flingue ou un pistolet, comme ça ils n'ont pas le temps, tu vois. Donc ils avancent un peu, commencent à montrer la matraque, tu vois. Bon, on s'est dit, bon, ils ont quelque chose, donc on commence à courir à la voiture pour vite ouvrir les portes et, tu vois, régler leur compte. Quand je suis arrivé, c'était tout début, c'était plus compliqué par rapport à tout ce que la mentalité, la bagarre. Je pensais que c'était normal, mais en fait, c'était pas normal du tout. On m'a très vite calmé. Mais à ce moment-là, de vivre dans moins de 10 mètres carrés, franchement, on était à l'aise, hein, à deux. Ouais. Et c'est juste parce que tout ce qu'on voulait, c'est les entraînements. Bon, bah vas-y. T'es courageux, puis ouais, d'accepter que t'as calvasse comme ça. il fait comme ça, il met les cheveux en l'air. Ouais. Moi, je cache dedans. Mais tu sais que c'est ce qu'il fait, Jake Paul, ou Logan Paul, pardon, il laisse ses cheveux longs exprès pour avoir une mèche, et s'il les lève, ça va genre jusque là. Ah ouais, t'as jamais fait attention, tu vois, comme quoi. C'est exactement ça. Coiffure décapotable. Contre Dolizé, j'ai remarqué quand j'ai fait ça là, il y avait un trou là, j'étais dégoûté. Mais de toi? Cheveux courts, ouais. Quand je fais court, tu vois qu'il manque un peu. Ah ok, peut-être. Fais-le comme ça, les fans vont... S'habituer. Ouais, c'est ça. Créer du lien. Ouais. Il est comme nous, la sordine. Ouais, Ouais, c'est bon. Sérieux, on dit ok, on est chaud. Puis ouais, il en a marre. Non, bon alors là, moi mon train il est à 21h52, moi je suis bien. C'est peut-être plus pour Coco, mais... Ok, c'est parti. C'est parti. Nassourdine, On a oublié un truc. on a oublié un truc, le clap. Voilà, plus professionnel que moi. À la longue, Nassourdine, aujourd'hui, je vais la faire plus courte parce qu'on l'a refait à cause de moi et parce qu'on s'est emmêlé les pinceaux. À cause de nous deux. Voilà, à cause de nous deux. Mais la raison pour laquelle on voulait refaire cette interview où on va retracer ta vie en détail, parce que finalement, on l'a jamais vraiment eu à ce point-là, c'est parce que il y a peu de temps, je réalisais que c'est fou de se dire que les gens qui t'ont suivi depuis un peu avant Arès, toutes tes pérégrinations de les premiers combats UFC, tu y es enfin, et puis ton parcours, etc. Et maintenant, aujourd'hui, tu es dans le top 5 mondial de l'UFC, tu fais partie des 5 meilleurs combattants de la planète Terre sur 7 milliards à moins de 84 kilos. Et c'est tellement fou qu'on se disait, cette personne qu'on connaît depuis quelques années et qui est devenue cette star du MMA et qui en plus de ça est dans le top 5, il faut qu'on la connaisse vraiment. Donc Nassourdine, aujourd'hui, de ton enfance du Daghestan, ensuite quand tu es arrivé en France, quand tu t'es mis au MMA, etc., on veut tout savoir. Nassourdine, est-ce que tu es prêt? Let's go. Ok. Let's go, ma phrase préférée. Eh bien, tout simplement, est-ce que tu peux nous dire où tu as grandi, où tu es né, comment ça s'est passé dans ton enfance? Alors, je suis né au Daghestan jusqu'à l'âge de 10 ans. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. J'ai commencé l'école. Et comme tout enfant, hein, l'école, j'avais des amis avec qui on se battait souvent. Non, c'est ça, c'est l'école, comme tout enfant, tu vois. Et ensuite, à l'âge de 10 ans, on a déménagé avec toute la famille. On est venu en France, à Marseille au début, où on a vécu 2-3 ans. Et ensuite, on s'est installé à Salon de Provence. Et pour ton enfance, est-ce que déjà, enfance heureuse, est-ce que dans une famille où tu te sens, où tu étais bien avec tes parents, tes frères et sœurs, est-ce que tu étais heureux quand tu étais petit? Oui, bien sûr, bien sûr. C'était dans une famille où j'étais le dernier. J'étais le dernier, donc beaucoup d'amour, beaucoup de... Tu vois, non, c'était... Ouais. Bah, et puis en plus, ça a l'air de toute façon, c'est encore le cas maintenant, mais tu t'entends tellement bien aujourd'hui avec tes frères, ça a toujours été comme ça? Vous êtes vraiment très liés et très proches depuis que vous êtes tout petit? Bien sûr. La famille, c'est très important. Et on est très soudés. Et il y a énormément de respect. Tu vois, après, c'est dans le Caucase, chez nous, au Daghestan. Le respect, ça prend la première place. L'âge, si par exemple ton grand frère, il est plus âgé que toi, tu es obligé de le respecter. Si tu dis de faire quelque chose, tu dois le faire sans brancher. Et en plus, c'est pour le coup, par exemple, un petit exemple de à quel point est-ce que dans le Caucase, c'est vraiment le respect des aînés, c'est vraiment important. Il se trouve que Daguerre, qui est à quelques mètres, tout à l'heure nous disait que bon, parfois,
il arrive que tu sois en retard dans la vie. Parfois tu es en retard. Et il nous disait qu'il y a des moments, il y a eu un moment notamment où, par exemple, je crois que c'était récemment, je ne sais plus, mais où tu as été en retard pour un truc et c'était avec ton papa. Et ton papa, ça ne se fait vraiment pas normalement, justement. Ouais, c'est ça, exactement. C'est chaud. C'était très chaud ce jour-là, c'était très très chaud. Et il était très fâché. Et en plus, il aime pas, il est très sérieux. Il aime pas tout ce qui est retard, tout ça. Et moi, depuis que j'ai déménagé à Paris, avec la circulation, avec les Parisiens, ils vont me comprendre, tu vois. Du coup, j'ai pris un peu cette habitude-là. Et quand j'étais retourné dans le sud, ça m'est arrivé d'arriver en retard à un rendez-vous et mon père il m'attendait vénère. Ah oui, donc il y a eu une influence un peu à la parisienne et en gros, juste avant, en tout cas quand tu étais petit, enfant et ado, justement comme vous avez été éduqués pour que ce soit carré, pas de retard, on parle bien, etc. Ça, avant, ça ne le faisait pas, mais c'est maintenant tu t'es un peu relâché depuis que tu es peut-être sur Paris. Ouais. Avant, j'étais toujours à l'heure. Hein. Même à l'entraînement, tout ça, c'était 17h30, 17h, boum. Je suis à l'entraînement, ça bouge pas. Je suis en avance même, tu vois. Et aujourd'hui, un peu, ça commence un peu, tu vois. Ça m'arrive d'arriver en retard. Nicolas, il te confirmera. Après, bon, des fois, c'est les bouchons, tout ça. Ouais. Et donc, pour ton enfance qui était donc heureuse dans une famille une famille aimante, et un truc forcément, et c'est ce qu'on entend beaucoup à propos des enfants au Daghestan, mais il y a beaucoup, en gros, les enfants se bagarrent beaucoup entre eux, mais, et c'est ce qu'il faut préciser justement, en fait, c'est que c'est pas des bagarres en mode vous attendez à 5 un petit à la sortie de l'école pour lui péter les dents, lui prendre son goûter. En fait, c'est simplement que dans la culture au Daghestan et au Caucase en général, en fait, c'est presque comme une compétition sportive quotidienne où juste, c'est pas malsain, c'est pas méchant, mais c'est juste que vous combattez tout le temps entre vous quand vous êtes petit et c'est comme ça. C'est ça, exactement. C'est juste une histoire de se mesurer, de voir qu'est-ce qui est plus fort. Il y a beaucoup cette notion-là de force chez nous. Il faut être fort, l'homme il doit être fort, tu vois, pour protéger sa famille, pour protéger, tu vois. Et donc il y a ça, ils se mesurent entre eux, qu'est-ce qui est plus fort. Après je pense que c'est tous les enfants, n'importe où, tu te bats quand tu es enfant, tu es obligé de passer par là. Bah, c'est ce que tu disais, en fait, on en parlait avant, mais c'est littéralement humain, en fait. Le fait de ça. Vouloir se mesurer à l'autre, la compétition, et puis quand t'es un gars, généralement, il y a la bagarre, tout le monde a fait la bagarre quand il était petit pour savoir un petit peu se mesurer. En fait, c'est ça au Daghestan, sauf que c'est de la vraie bagarre où, pour le coup, ça commence même à boxer étant petit, à lutter, etc. Et c'est donc là que t'as commencé, en tout cas, la compétition sportive à cet âge-là. Et c'est là où tu disais aussi que c'est l'avantage, c'est que comme tu te bats souvent et avec d'autres enfants, en fait, tu apprends très vite aussi que en fait, tu kiffes ça, mais tu apprends aussi que tu n'es pas le plus fort et à te calmer un petit peu aussi, quoi. C'est ça. C'est pour ça que j'ai précisé ça pour dire que ouais, depuis que je suis petit, j'aime ça. C'est la bagarre, c'est à cet âge-là que ça a commencé. Mais voilà. Et à ce moment-là, tu apprends aussi que tu peux pas être le plus fort. Des fois, il arrive de perdre parce qu'en face, c'est des clients aussi, tu vois. Donc, des fois, ouais, bien sûr, ça arrive de perdre, mais ça forge le mental. Et une fois que vous êtes arrivés en France, vous êtes arrivés tous ensemble? Il y avait tes parents et vous trois, les trois frères? C'est ça, ouais. Okay. À peu près, ouais. Et comment est-ce que c'était? Vous arrivez, donc t'étais le plus jeune et toi, t'avais 10 ans. Comment est-ce que ça se passe? Donc, tu parlais pas français, j'imagine, du tout, je pense. Et comment est-ce que ça se passe, l'acclimatation avec l'école en France, avec les cultures sont différentes? Tu avais une anecdote sur le fait que, pour le coup, c'était normal et la vie de tous les jours de se bagarrer avec les autres élèves au Daghestan. En France, tu as vite compris qu'en fait, ah merde, en fait, c'est pas pareil du tout. Et comment est-ce que ça s'est passé tout ça? C'est ça. Mais quand je suis arrivé en France, après moi, ça va. Comme j'étais petit, tu t'habitues vite, tu t'adaptes vite. Par contre, pour mes parents, c'était un peu plus compliqué pour la langue, etc. Mais moi, ça va. Franchement, j'allais à l'école. En plus, j'étais super bien accueilli par mes profs. C'était des profs je crois que c'est une prof de français. Et franchement, top. Ça, c'est cool, ça. Ouais, franchement, c'était à Marseille. Et un jour, j'aimerais bien leur rendre visite, d'ailleurs. Il faut juste retrouver vraiment, tu vois. Là,
j'ai des souvenirs, mais voilà, j'ai pas encore l'adresse exacte, etc. de la prof. Mais la prof qui m'avait accueilli, elle était très sympa et ouais, quand je suis arrivé, c'était au tout début, c'était plus compliqué par rapport à tout ce que la mentalité. Tu vois, par exemple, comme tu disais, la bagarre, je pensais que c'était normal, mais en fait, c'était pas normal du tout. On m'a très très vite calmé. Mais oui, au début, je me battais souvent quand je suis arrivé. Tu nous disais, c'était même au point où il y a des adultes qui faisaient des bails en mode, ils te disaient, c'est ouf, ils te disaient, si tu te bats, ton père va aller en prison. C'est vrai, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et aujourd'hui, je me rends compte, c'est ouf de dire ça à un enfant, mais en même temps, je peux les comprendre, tu vois, parce que c'était vraiment chaud. C'était la seule solution qu'ils avaient. Ouais, c'était vraiment chaud. Mais ça m'a coupé net. C'est vraiment, mon père, s'il apprend ça, je savais que ça allait pas très bien se passer. Donc voilà, après je commençais à m'adapter petit à petit. Et comme j'ai dit, la prof qui m'avait bien accueilli, à chaque fois, elle mettait des élèves pour qu'ils m'apprennent à compter. Par exemple, pendant 10 minutes, il y a un élève, il me met à part avec l'élève. Et l'élève, boum, il m'apprend à compter jusqu'à 10, jusqu'à 20. Je sais pas si tu captes quoi je veux dire. C'est stylé ça. T'as capté? Ouais. Genre, il dit à une élève, au hasard, il dit, boum, aujourd'hui, tu te mets avec lui. Mais en vrai, c'est tellement une bonne idée, parce que du coup, en plus, comme ça, tu connais aussi les élèves, ça fait du lien alors que vous parlez pas la même langue. Et eux, ils prenaient un peu la place du prof. C'était intéressant pour eux. Et du coup, ils étaient là, ils étaient tout contents et tout au tableau. Ils disaient, là, ça c'est 1, ça c'est 2. Franchement, j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Ah, mais très bien accueilli. Ouais, mais c'est incroyable. Ouais. Et donc, en fait, ça veut dire que la raison pour laquelle ça s'est aussi bien passé, c'était vraiment parce que dans cet environnement-là, c'est cette prof-là de français et les profs en général, ils t'ont vraiment pris sous leur aile, ils ont été hyper patients, ils ont été conciliants et purée, c'est incroyable ça. À chaque fois, je me rappelle, elle m'envoyait dans d'autres classes pour demander un stylo, pour demander un crayon, comme ça j'apprends à parler, à m'engager, tu vois, parce que quand j'étais arrivé, je parlais pas beaucoup. Et je n'aime même pas trop parler, tu vois. J'étais dans mon coin, donc elle me poussait à faire tout ça et franchement. En vrai, vraiment, ouais, c'est fou parce que, tu vois, je ne le savais pas, je ne savais pas ça parce qu'on n'en avait encore jamais parlé. Et je pensais, parce que je m'attendais à ce que ce soit comme ce qui se passe souvent quand tu as quelqu'un qui arrive dans un pays qui est un peu jeune et qui ne parle pas la langue, il est isolé un petit peu, même à côté, parce que les élèves, c'est pas qu'ils veulent pas lui parler, mais c'est qu'il n'y a pas la même langue, etc. Les profs font ce qu'ils peuvent, mais généralement, c'est un problème en plus, etc. Enfin, c'est vraiment cool de se dire que toi, c'est pas ça, ça s'est très bien passé, justement parce qu'il y a eu tout ça qui a été mis en place. C'est ça. Et donc, tu n'as pas été isolé ni rien, et c'est ce qui fait que tu t'es vraiment mêlé parfaitement, quoi. Ils m'ont mis tout de suite à l'aise. Ouais. Vraiment, tout de suite, c'est pour ça que je suis très, très reconnaissant. Quand j'étais venu, j'étais très à l'aise. Et il me disait même, je peux choisir dans quelle classe je peux y aller. Tu vois, avec par exemple, je crois que c'était CP, CE1, CE2, tu sais. Ouais. Et il me disait, CP, c'est à partir de CP, c'est avant CE1, ça doit être peut-être, oh la vache, 6 ans 6 ans 6 ans. Ouais. Ok, c'était pas ça, je suis allé trop loin. Mais en fait, c'était une école. Mais justement, je peux aller avec eux. Mais ça aurait du sens, même que parce qu'en soi, ça aurait... Et ensuite, il y a... Ok. CP. Parce qu'il y avait les grands, il y avait les petits dans le bordel. Mais c'est vrai, c'est la vérité. La sourdine à ce moment-là, avec les mecs de 5 ans. Ah ben, à ce moment-là, ils sont foutés parce que je venais d'arriver. Et du coup, non, après, je suis allé quand même avec les grands. Ouais. Mais voilà, il y a eu toutes ces classes-là. Ouais. Et à chaque tu sais, ils étaient tous là, ouais, viens avec nous. Et après, en vrai, c'est incroyable. Mais en vrai, c'est un exemple. Ouais. C'est un exemple de parfaitement s'intégrer dans une classe quand tu parles pas la langue et tout. Ouais. C'est incroyable. Hein. Les élèves, ils étaient cool. Les profs, ils étaient cool. Purée. Et comment est-ce que tu as fait donc pour... Tu t'es acclimaté comme ça, donc c'est comme ça que tu as commencé à apprendre la langue, c'est comme ça où tu t'es mis un peu à l'aise même avec les gens en France, même les élèves, etc., les gens un peu plus de ton âge. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour... Parce que tu aimes la bagarre. Pour me battre avec eux. Non, pas avec eux du coup, mais ça veut dire que tu as commencé très tôt, tu as commencé dès que vous êtes arrivé en France à trouver des clubs de lutte ou de boxe, etc., pour faire ce que tu aimais faire.
Non, quand on est arrivé en France, on était justement à Marseille. À ce moment-là, pas trop, on était encore, tu vois, on n'était pas encore stabilisé. Ok. Tu vois, on était un peu à droite, à gauche. Pas tout de suite. C'est une fois qu'on a déménagé à Salon de Provence, c'est là qu'on s'est installé, au quartier Les Canogues, pas loin. Et juste à côté, il y avait une salle de boxe anglaise, Boxing Club Salonnais, à 10 mètres quasiment. Et mon père, il kiffe la boxe, donc automatiquement, on a été inscrit à la boxe anglaise. Mais déjà, avant ça, mes grands frères, ils en faisaient de la boxe anglaise au Daghestan. Ok. Un peu de lutte, mais plus la boxe anglaise. C'était plus. Ok. Ouais. Et du coup, ouais. Automatiquement, on a d'abord mes grands frères, ils sont partis s'inscrire à la boxe. Et puis, quand je voyais qu'ils faisaient des compétitions, qu'ils ramenaient des médailles à la maison, et que mon père était fier d'eux, tu vois, et ça me donnait envie aussi. Et je me rappelle, au début, ils ne voulaient pas me reprendre parce que j'étais encore petit pour eux. Mais je pleurais, je voulais y aller. Je faisais des scandales, je boudais, tu vois, je voulais absolument être, tu vois, je voulais absolument entraîner avec eux. Et du coup, en fin de compte, ils m'ont ramené. Et c'est là que je commençais à me bien. J'ai vraiment trouvé mon truc, j'ai compris direct. Ouais. Ouais, tu savais que t'aimais ça au Daghestan, et là, quand t'as vraiment commencé en club, en tout cas, t'as su au bout de quelques cours que vraiment. D'ailleurs, c'est à quel moment où tu t'es dit, je veux essayer de devenir professionnel ou d'en faire mon métier? C'était peut-être pas directement, mais. C'est quelques mois après. Ah ouais. C'est vraiment quand je commençais sérieusement. Et donc ça, c'était à quel âge que t'avais Vous êtes arrivé à 10 ans, et quand t'as commencé la boxe, c'était à quel âge? C'était à peu près 11 ans, 11 Ok. ans comme ça, Ok. 11 ans et demi. Je ne suis pas vraiment arrivé à 10 ans, c'était plus début 9 ans. Ok. 9 ans, tu vois, 9, 10 ans. Je dis 9, 10 ans, mais Ouais, c'est c'est plus ça, 9 ans. environ, Ouais. ouais. 9 ans, après voilà, une fois Ouais. qu'on s'est installé à Salon, dans les 11 ans, j'ai commencé la boxe. Ouais. Et donc, comment tu faisais alors, avant de passer à la carrière sportive, et à comment est-ce que tu es passé de l'adolescent qui aime bien la boxe à ensuite tu montes sur Paris, etc. Et donc, sur ton adolescence, une fois que tu étais arrivé en France, ça s'est bien passé en termes dans les cours, etc. D'ailleurs, ça se passait à l'école, ça se passait bien quand tu es arrivé en France et tout ça? Ouais. C'est même, une fois que tu as eu la langue et que tu arrivé, parce que tu pars quand même avec pas mal de retard vu que c'est la langue que tu dois apprendre littéralement, mais une fois que tu as eu rattrapé un peu au niveau langue, les cours et tout, tu kiffais? T'étais comment à l'école? Ça dépendait des matières. Ça dépendait, il y a des matières où j'étais à l'aise, comme les maths, un peu l'histoire, je kiffais un peu. Mais après, ouais, j'avais des difficultés avec le français, donc Ouais. tu vois, je me motivais, mais c'est pas un truc que, tu vois. Ouais. L'école, en vrai, c'est pas un truc que j'aimais beaucoup, tu vois. Ouais. C'était que le sport. L'école, j'y allais parce que j'étais obligé. Ouais. Mais si demain, j'étais pas obligé, ça serait que le sport, tu vois. Ouais. Donc après, bon, comme j'ai dit, il y a eu des matières que j'aimais. Et je kiffais beaucoup le sport dans les matières. C'est avec ça que je rattrapais tous mes. Mais ça va, les notes, ils étaient corrects. Ouais. Voilà, parce que mes parents, ils avaient l'œil sur ça quand même. C'est ce que j'allais dire. Je connais pas vos parents et je les ai pas vus, mais vu ce que vous dites sur votre papa et votre maman, clairement, c'était pas le genre, à mon avis. S'il y avait une mauvaise note, vous le sentiez passer, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et tu voyais qu'ils nous le répétaient souvent, tu vois. Il y a l'école d'abord, ensuite il y a le sport. Ouais. Et l'un ne va pas sans l'autre, tu vois. Ouais. Et à côté de ça, donc, tu commences la boxe, tu commences par la boxe anglaise. Et pendant combien de temps et jusqu'à quel âge tu fais ça avant de vraiment commencer à t'y mettre pour t'entraîner, pour devenir professionnel? Parce qu'au bout de quelques mois, tu sais que tu veux essayer d'en faire ton métier et que tu adores ça. Mais à partir de quel âge est-ce que tu le fais vraiment de manière intense, plusieurs fois par semaine, avec cet objectif clair de vouloir monter sur Paris peut-être et devenir pro? À partir quand j'étais à la boxe anglaise, déjà, à ce moment-là, je voulais d'abord faire, pas d'abord, je voulais déjà faire carrière en boxe anglaise. Ok, d'accord. Je voulais faire professionnel en boxe anglaise, parce que les MMA, pour le moment, je ne connaissais pas. Et donc, au début, c'était éducatif, c'était à la touche, donc c'était pas très sérieux, j'allais 2-3 fois par semaine, maximum. Ensuite, c'était pré-combat, c'était avec, on peut frapper, mais c'était des gros casques. Et ensuite, c'est quand je suis passé amateur. C'est là que je commençais à m'entraîner régulièrement. C'était à l'âge de, à peu près, je veux dire, 14-15 ans.
Ok. Tu vois, c'est là vraiment je commençais à y aller courir tout seul, de faire 5-10 km presque tous les jours. Tu vois, j'étais vraiment, vraiment déterminé. Je regardais des vidéos de motivation. Je voyais à cette époque-là, c'était les Pacquiao, les Ricky Hatton, Mayweather, et je regardais tous les jours des highlights. Je m'inspirais de eux. Je voyais leur entraînement, comment ils s'entraînent. J'essayais tu vois, de faire pareil. Et c'est là que je commence à vraiment m'entraîner régulièrement avec Daguerre. Ouais. Vous spariez beaucoup avec Daguerre? Ibrahim, ouais, ça arrivait. Mais à ce moment-là, le niveau, il était beaucoup d'écart. Ouais. Il y avait beaucoup d'écart. Mais il me montrait, c'était plus technique, tu vois, quand je faisais du sac, par exemple, il me montrait comment taper, etc. Et du coup, je me rappelle pas trop de la question, mais en fait, en gros, c'était ça. Hein. Et à ce moment-là, tu faisais vraiment donc que de l'anglaise, parce que tu voulais devenir pro en anglaise. C'est ça, exactement. Ouais. Okay. Exactement. Je faisais que de l'anglaise, et c'est ça, c'était jusqu'à l'âge de 17 ans. Oh d'accord, ok, ça marche. Je découvre le MMA. Et tu découvres ça comment? C'est pas vraiment moi qui découvre, c'est d'abord Daguerre qui découvre. Bon, automatiquement, je découvre aussi parce que Daguerre qui va essayer le MMA, il a des facilités. Il vient de la boxe anglaise et moi je vois tout ça, je me dis bon, si lui il a des facilités, normalement moi aussi je commence à peu près. Daguerre c'est quelqu'un, je suis, tu sais, comme j'ai dit, il me trace le chemin, moi je suis toujours derrière. Il va par exemple au lycée Le Rocher, c'était Le Rocher. Bon, je le suis au lycée Le Rocher. J'étais toujours là où il y a Daguerre, tu vois. Et dans le sport, pareil. La boxe, bon, je suis là. Et ensuite, le MMA, pareil. Je regardais. Il a commencé à faire des compétitions. Et je m'en souviens, celui qui m'a vraiment marqué, qui a, comment dire, allumé le feu en moi, c'était au PFC. Elle a combattu au PFC. Je sais pas si c'était ton premier combat ou pas, ça. Deuxième. C'était ton deuxième combat. Et j'étais présent ce jour-là. Avec le public, il y avait 4 ou 5 000 spectateurs. Et où il met un gros KO. Oh. Tu vois là, la foule qui se devient fou. Oh, c'est là. Et là, je me suis dit, je vais faire la même chose. Et tu vois, boum, la coupe, il a gagné. Les parents, ils sont fiers. Tout le monde est fier. Et je voulais vivre, tu vois. J'ai kiffé ce moment-là et je voulais faire partie. Et je suis allé, c'était un cours d'essai. Je suis allé faire un cours d'essai. Ça s'est super bien passé. J'apprenais vite et puis petit à petit, je commençais à faire du MMA aussi. Ok. Et est-ce qu'il y a des moments, pendant que après que tu as commencé à t'entraîner en MMA, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué particulièrement? Par exemple, soit le premier combat que tu as pu faire amateur, ou alors, je sais pas, ça peut être le premier KO que tu as mis, ou le premier gros takedown que tu as mis. Est-ce qu'il y a des moments comme ça un peu marquants que tu as eu après que tu as commencé le MMA et qui te sont restés un peu en mémoire? Dès que j'ai commencé, c'était un coup à l'entraînement, un coup de pied. Tu sais, le fameux coup de pied de retourner là qu'on fait dans les films là. Le spinning back kick là de Edson Barbosa et tout là. C'est super beau à voir. C'est pas le coup de pied retourné, genre tu fais un tour sur toi et tu finis avec le high kick. Oh. Je sais pas si je peux le montrer là. Je peux le montrer là. Ouais, de ouf. Ouais. Tu penses? Mais je vais le montrer vite fait, mais sans sauter. Hein. Ouais. Alors, tu fais ça, hop, boum, et tu sautes. Ok. Ouais. Ouais, j'ai tenté ça. Bon. J'ai même pas fait exprès. Franchement, c'était même pas. J'ai tenté, je m'amusais, tu vois. J'ai kiffé le truc. J'ai tenté, boum, ça touche, il tombe. Ah ouais? Il tombe, ouais. Il tombe et. Bon, au début, j'ai eu peur. Hein. Après, j'ai plus fait ça à l'entraînement. J'ai arrêté de le faire. Mais c'est ça qui m'a encore plus motivé ensuite. Je me suis dit, putain, je suis un monstre en fait, tu vois. Après, bon, les compétitions, des fois ça se passait bien, des fois pas très bien. Mais ça veut dire que ce coup de pied-là, tu l'avais vu quelque part, tu t'es dit, je vais le tenter, tu l'as tenté et boum, ça marche. C'est ça. Je l'avais vu, je sais pas où je l'avais vu. Je pense c'est un truc que, tu vois. Ouais, j'avais kiffé en tout cas, je voulais essayer, boum, ça a passé. Et au début, j'ai flippé un peu. Après, je me dis, ah ouais, quand même.
j'ai placé un truc de ouf, même si j'ai pas fait exprès, tu vois. Et après, avec, tu vois, je me suis dit, ah ouais, je suis un monstre, en fait. Après, je me suis rendu compte que c'était peut-être un coup de chance, tu vois, parce que c'était pas si facile dans les compétitions, les trucs comme ça passe plus après, tu vois. Ouais. T'avais quel âge au moment de ce chaos-là? J'avais 17 ans, dans les 18 ans, 17 ans et demi. C'était vraiment les débuts quand j'ai commencé. Et quand est-ce que tu fais ton premier combat amateur, ou en tout cas ta première compète de MMA, ton premier combat de MMA où tu es en cage, ou en tout cas règle MMA? Parce que c'était pas légal à ce moment-là, donc ça devait être règle pancrace. C'était plus pancrace. Ouais. C'était plus comme pancrace sur les tatamis, dans le ring, où il n'y a pas les frappes au sol. Et la première en amateur, c'est quand j'ai commencé, c'était pas si, tu vois, j'avais, pareil, 5-6 mois après, je crois. C'est ça, hein, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, j'avais toujours 17 ans, 5-6 mois après, où j'ai enchaîné le combat. J'en ai fait 5 en tout. En pancrace, c'était amateur. Ok. Je les gagne tous. Un par KO, 2 soumissions et 2 décisions. C'était le même jour? Les 5, non, je crois que j'avais fait 2 et 3 après. Okay. C'est ça. Okay. J'avais fait 2 avant, où je gagne. Ouais. Ensuite, je pourrais pas dire précisément, tu vois. Mais en tout cas, en tout, j'ai 5 et les 5, j'avais gagné, tu vois. Ok. Et du coup, ensuite, je passe pro. Et je pensais que c'était aussi facile. Je pensais que j'étais le plus fort, j'étais n'importe qui, n'importe quand, je suis prêt. Mais sauf qu'il y a des petits détails, tu vois, en pro, il faut pas négliger ces points-là. Et c'était mon premier combat chez Hatch, 100% fight. Ok. Ouais, c'était là-bas. J'étais prévenu, c'est que une semaine, non? Ouais. Il y a eu, j'étais prévenu pas en avance, tu vois, un peu en retard. Après, il y a eu un changement d'adversaire. Au début, je devais prendre un gars qui avait le même record que moi. Ensuite, il s'est blessé et je voulais absolument combattre. J'avais dit n'importe qui. Et ils m'ont mis un adversaire expérimenté qui était à 9 victoires, 2 défaites. 9-2 ou 8 victoires, 2 défaites. Et toi, du coup, tu étais à 0-0. Et moi, j'étais à 0-0. Et sauf que le gars, j'avais pas fait attention, il avait que des soumissions. Quasiment que des soumissions et tapologie, tout ça, je connaissais rien. Ouais. C'était un peu à l'arrache, tu vois. Et il avait que des soumissions guillotines. Tu vois, et à ce moment-là, comme je viens de la boxe anglaise, ça va, la lutte elle est correcte, la boxe est correcte, mais les soumissions, je connais pas tant que ça, tu vois. En amateur, j'ai pu gérer, mais en pro, et c'est là que Daguerre, je me rappelle, il était pas content. Il n'était pas content, il a trouvé que l'adversaire était expérimenté. Daguerre, à ce moment-là, il était dans les 9 combats aussi, tu vois, 8-9 combats. Et il voulait combattre à ma place. Ok. Et à 77 kilos, en sachant qu'il combattait à 66-70 kilos. Ah ouais, il voulait te remplacer parce qu'il voulait que ce soit un niveau d'expérience qui soit le même. Okay. Donc le coin adverse, leur équipe, ils ont refusé. Ils ont refusé Daguerre? Ouais, okay. Ils ont refusé que Daguerre il me remplace. Et du coup, c'est moi qui moi, je voulais, tu vois. Ouais. Je voulais quand même. Du coup, je suis allé. Ça s'est passé bien. Et boum, à un moment, il me prend en guillotine. Je n'ai pas pris au sérieux. Je me dis, bon, je vais sortir comme d'hab. Sauf qu'il avait tellement bien fait que je ne savais pas comment m'en sortir, tu vois. Après, je perds ce combat-là. Tout premier combat en pancrace. Ok. Ouais. Ok. Ouf. Et c'était quoi les émotions pour le premier combat que tu perds? Ça a dû faire bizarre, là. Ouais, je déteste. Après, comme tout le monde, hein. Moi, je déteste perdre. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement. J'ai vite compris que les coups de pied retournés, tout ça là, ça passe pas tout le temps. Et je commençais à m'entraîner sérieusement. Je négligeais pas les aspects au sol, etc. Ensuite, j'étais sur 2-3 victoires consécutives, j'enchaînais. Et le premier combat vraiment MMA, je l'ai fait une fois quand on est venu à Paris. Ok. Et c'était à l'âge de 19 ans. Et qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que c'était pas une cage, même en pro, c'était 100% fight, c'était un ring. Mais premier combat pro, est-ce que ça t'a fait un truc un peu spécial de première rentrée sur le ring pour un combat de MMA? T'étais hyper jeune. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là de te dire, ok, là ça commence à être sérieux,
il y a des vrais chaos qui peuvent se passer, des trucs. Est-ce que tu as eu de l'appréhension un peu ou pour toi, t'étais chez toi, c'était normal? Tout premier combat en pancrace? Ouais. Non, à ce moment-là, j'étais trop tu sais, jeune. Comment on dit le truc? Inconscient. Ouais. Et j'étais dans ma tête, j'étais le plus fort, le impossible je perds, ça n'existait pas, tu vois. Et j'avais des combats en boxe anglaise, j'ai pas mal de combats en boxe anglaise, j'ai l'expérience, je sais ce que c'est de rentrer dans un ring devant la foule. Et non, j'étais bien, j'étais à l'aise et je trouve même trop confiant. Ouais. Et du coup, ça s'est passé super bien, hein. Tout très très bien, je touchais, les coups de genoux ils passaient, tout passait. Et ensuite, quand ça arrivait en lutte, je gérais. Mais sauf que quand c'était le côté grab que j'avais un peu négligé, ça m'a, tu vois, erreur. Et une fois que tu as fait ce combat-là, première défaite et premier combat, première défaite, où là c'est un électrochoc où tu dis ok, je veux plus goûter à ça, maintenant je m'y mets vraiment sérieusement. Et à partir de ce moment-là, donc tu as eu ton premier combat pro, mais tu t'entraînes vraiment là dans toutes les disciplines sérieusement et tu te dis ok, bon bah maintenant je sais exactement ce qu'il faut que je fasse pour plus me faire surprendre et être bon dans tous les domaines. Et donc tu montes sur Paris à ce moment-là, c'est là où tu te dis un peu que tu montes sur Paris pour aller dans un club plus gros ou un truc comme ça? Non, pas encore. Pas encore. Okay. À ce moment-là, je me dis juste que je vais rentrer à la maison. Ensuite, je vais reprendre les entraînements et justement, juste après, j'étais toujours dans le sud. J'enchaîne et juste après, je gagne 2 combats d'affilée par soumission. Je perds par soumission, ensuite je gagne les 2 par soumission parce que vraiment, je travaillais à fond cette partie-là. Et quelque part, j'ai rendu la monnaie à ma façon, tu vois. Ouais. Enfin, pour moi, et puis voilà. À la base, quand on est venu à Paris, c'était plus pour mon frère. Ok. Ouais. Moi, en vrai, à ce moment-là, c'était pas vraiment sérieux, tu vois. Même si c'était en pro, c'est pancrace, je débutais. C'était plus focalisé sur Daguerre. Daguerre, à ce moment-là, il était sur 9 victoires, 1 défaite. Il était sur une montée. C'était très sérieux et on était plus, tu vois, la famille, tout ça, on était plus focalisé sur Daguerre. Et c'est lui qu'on a envoyé à Paris. Et puis moi, j'ai suivi derrière pour pas qu'il soit tout seul, quoi. Ok, d'accord. Donc à ce moment-là, tu t'entraînais déjà très sérieusement, tu avais toujours ce rêve de devenir le meilleur combattant pro possible, mais tu étais encore, entre guillemets, jeune et donc, voilà, tu savais où tu voulais aller, mais tu n'étais pas encore à fond complètement. Ben, en fait, moi, j'étais à fond, mais tu sais, les avis autour, enfin, mais je sentais que c'était pas sérieux, quoi. Je faisais ça, moi, dans ma tête, j'étais loin, je voulais je voulais rentrer directement à l'UFC, carrément. Mais voilà, la famille, les coachs, tout ça, enfin, c'était plus Daguerre, tu vois. Enfin, moi, carrément, mon père, il voulait même pas m'envoyer à Paris. Ok. Ouais, il était un peu contre au début. Ok. Ouais. Et parce qu'il pensait que tu étais peut-être un peu jeune pour y aller directement franchir le pas ou que. Peut-être, ouais. Je pense que se disait, c'est ça pour. Après, le MMA, c'est quand même un sport, tu vois. Ouais, il y a des risques. Ouais, c'est ça, pour les risques. En plus, j'étais le petit dernier. Le petit dernier. Après, il y a eu Ismaël, moi j'ai encore un petit frère maintenant. Mais ouais, c'est ça. Au début, c'était vraiment sur Daguerre. Ensuite, je suis allé. J'ai réussi j'ai parlé à ma mère, je dis est-ce que tu peux lui dire, etc. Après, elle lui a dit ouais, comme ça, Daguerre reste pas, il est pas tout seul à Paris. C'est bien d'être à 2, tu vois. Comme ça, on s'entraide. Et du coup, voilà, on est arrivé à Paris comme ça. Du jour au lendemain, boum, claquement des doigts. On a pris la voiture, les valises. Ah ouais. On est parti. Juste avant, il était au téléphone avec Fernand. Lui, on le connaissait déjà dans le monde du MMA. Moi, pas du tout. Du coup, il a dû parler de moi à Fernand pour que je puisse intégrer les cours pro. Et du coup, voilà, on a vu le planning, on a pris l'hôtel le jour des sparring. C'est là où tu peux vraiment montrer ce que tu vaux. Du coup, on a pris la voiture, les valises, on est venus. Ah ouais, vous avez pris un hôtel et à ce moment-là, vous n'aviez pas d'endroit où vivre à Paris, donc vous aviez prévu de
prendre la voiture, y aller, prendre un hôtel pour quelques nuits. Et après, le plan, c'était de revenir et juste de pouvoir se montrer au club MMA Factory à ce moment-là? Le plan, c'était de trouver un logement ensuite avec le temps. Okay. Au début, prendre juste l'hôtel, de faire quelques entraînements et en même temps chercher un logement. Mais c'était compliqué de trouver. Et, tu sais, ils te demandent des fiches de paie, tout ça. À ce moment-là, c'était compliqué. Et du coup, voilà, on est venu à Paris le jour du sparring. On voulait rencontrer le coach aussi, Fernand. Et on a tout donné. C'était la guerre. C'était vraiment la guerre. Il fallait se montrer. Et j'ai vu qu'il était intéressé. Bon, Daguerre, on le connaissait déjà. Il savait que c'était un dur. Moi, toute la pression, on va dire, c'était un peu... Moi, je le ressentais comme ça, en tout cas. Toute la pression était sur moi. Parce qu'il fallait que tu prouves. Il faut que je monte, tu vois. Ouais. Prouve. Daguerre, on sait qu'il est déjà il est fort. Moi, il faut que je prouve que je suis fort aussi, tu vois. Et du coup, franchement, ça s'est super bien passé. J'ai fait une bonne guerre. On n'a pas reculé. C'est à ce moment-là, il est venu me voir et tout est parti de là. Ok. Voilà. On m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. Et je lui ai expliqué que je veux que ça devienne mon métier, que je veux intégrer l'UFC et performer là-bas. Il a dit OK, let's go. Et ensuite, on a trouvé un logement. On nous a trouvé un logement juste à côté, à 10 mètres de la salle, tout ce qu'on voulait. Ouais. À 10 mètres de la salle, un logement de 10 mètres. 10 mètres carrés. Mais au moins, c'était à 10 mètres. Tu vois. Ouais. Bah ouais, non, encore même moins, c'était combien un mètre? C'était vraiment petit. Hein. Ouais, 7, non, 8, 7, 8. Ouais, moins de 10 mètres. Mais, franchement, on était tellement bien. On connaît, hein, dans le sud, on avait un travail, on a tout ce qu'il faut, on a une maison, grande maison, bien. Mais à ce moment-là, de vivre dans moins de 10 mètres carrés, franchement, on était à l'aise, hein, à deux. Ouais. Et c'est juste parce que tout ce qu'on voulait, c'est les entraînements. Et juste un toit pour pouvoir s'entraîner au MMA Factory 2 fois par jour. Ouais. On s'entraînait un peu plus de 2 fois, 3, 4 fois. On venait le matin, on faisait tous les cours. On restait presque toute la journée. On prenait la douche et on rentrait juste pour dormir. Du coup, on s'en foutait que ça soit petit ou grand. Ouais, c'était juste pour... Et du coup, vous mangiez quoi? Qu'est-ce qu'on mangeait? C'est beaucoup de poulet. Beaucoup de poulet parce qu'il y avait le crousti poulet là, juste à côté. Il est excellent en plus. Ah, mais c'est une dinguerie, très très bon. C'est pas normal ça. Franchement, j'aurais fait tellement que c'était bon, j'aurais fait la pub gratuitement là. Je crois que ça n'existe plus, je crois. Si, j'ai passé il y a pas longtemps. Il y a une queue de malade mental. Parce que franchement, c'est excellent. Mais je me rappelle plus du nom. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est Krusty Poulet dans le 12e. Franchement, à côté du MMA Factory. Les gars, vous n'allez pas regretter. Très très bon. Et du coup, voilà, en plus, c'est pas cher. Donc, on prenait à chaque fois. Oh, les gars, là, vous êtes régalés, mais comme jamais, là. C'est ça, à chaque fois, on squattait là-bas. Ouais. Ok, du coup, riz poulet tous les jours. Ouais, quasiment. Après, on préparait aussi un peu de temps en temps. C'était qui cuisinait entre toi et Daguerre? C'est Daguerre. Ouais, c'est Daguerre. Il cuisine super bien. Ça m'étonne pas. Il est carré, Daguerre. Il sait tout faire, Daguerre. Franchement, même là, quand on rentre à la maison, au début, c'était Uber Eats. Et il en a eu marre, il a dit oh stop, j'ai plus de... Tu sais, c'est toujours la même chose, il a commencé à préparer là. Et franchement, c'est super bon, très, très doué. C'est quoi ce qui prépare le mieux, Daguerre? Là, il a dit les omelettes. Non, les derniers plats, c'était il aime bien la soupe. Ouais, bon, même moi, surtout en hiver quand il fait froid là, les soupes, c'est franchement très propre. Daguerre, si tu connais pas, les ragoûts, si tu connais pas, c'est la vie. C'est des plats de montagnards là. C'est une soupe où tu mets de la viande, des trucs. Ouais. Ah ouais, tu nous enverras la recette. Ouais, je vous enverrai. Le ragoût slovène, les gars. Ouais, c'est noté. Et du coup, là, vous étiez de toute façon heureux parce que ce que vous vouliez, c'est vous entraîner tous les jours et juste avoir un endroit où dormir. Vous aviez les deux. Et à partir de ce moment-là, donc quand vous êtes arrivé à Paris et que vous avez fait ce cours-là, t'avais quel âge et Daguerre avait quel âge? Moi, j'avais dans les 19 ans et Daguerre 24, non? 23, 24. Ouais. Ok. Et donc, à partir de ce moment-là, où tu arrives à Paris, donc tu rencontres Fernand et vous commencez vraiment à vous entraîner là, c'est à fond.
Et à partir de ce moment-là, jusqu'à ton combat à Arès contre, c'était Jonathan Monnier, je crois, qui était grosso modo ton ticket à l'UFC, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se fait, vous trouvez les combats assez facilement et puis et ça marche bien et donc ça se fait tout seul, ou est-ce qu'il y a des difficultés? Comment ça se passe? Ah oui, bien sûr. Au début, c'est compliqué. Hein. Ça venait pas. En plus, c'était pas légalisé en France et on voulait faire que du MMA dans la cage. Il fallait y aller à l'étranger et là-bas, on n'était pas appelé souvent, tu vois. Ouais. On n'était pas appelé souvent et après, même quand ils appelaient, c'était pour qu'on bouge trop, tu vois, au dernier moment. Donc c'était compliqué. Il y avait des moments où on combattait pas pendant 1 an et demi, 2 ans. Ah ouais. 1 an et demi, 2 ans, et on comptait sur le short notice. On se disait, on va combattre demain, et comme ça, c'est comme ça qu'on gardait la motivation au maximum, tu vois. Ah ouais, donc il y a quand même eu des moments où ça a dû être pas forcément dur, mais enfin pour la motivation, pour garder la discipline. S'il y a autant de moments où vous n'aviez pas de combat et vous ne saviez pas quand est-ce que vous alliez pouvoir vraiment... Enfin, il y a des moments, toi, où tu as douté, où tu t'es dit, mais purée, ça va trop lentement, ou même pour Daguerre, ça va trop lentement, et où tu as perdu un peu espoir? Ben, au début, ça va. On était tous les deux avec Daguerre. Mais c'était C'est à quel âge que tu as... C'est en quel... après, en 2019, 2018-2019 que Daguerre a déménagé dans le sud. Et c'est là que je suis resté un peu tout seul, là-bas. Okay. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un peu de doute. Parce que quand Daguerre était là, il n'y avait pas le temps pour le doute, tu vois. Ouais. T'as un peu la flemme, boum. Ouais. Et t'es obligé d'aller. Ouais, vous vous tiriez l'un l'autre. C'est ça. Ouais. Mais ouais, à un moment, ouais, c'est ça. Tu regardes en arrière, tu te dis, tout ce chemin parcouru pendant des années, des entraînements, je ne peux pas m'arrêter là, donc tu continues. Tu as déjà créé une routine, tu ne veux pas la casser. Ouais. Donc tu as un coup de mou, bon, tu prends le sac, tu vas quand même, tu t'entraînes dur et tu continues à croire. Mais bien sûr, il y a eu des moments où il y a eu des doutes. Bien sûr, je pense que c'est tout le monde. Ouais. Et dans ces cas-là, ce qui fait que tu arrives à passer et tu arrives à continuer, c'est quoi? C'est dans ces cas-là, c'est la famille que tu peux appeler, c'est peut-être les gens que tu avais à l'entraînement ou les potes que tu t'étais fait à Paris. Qu'est-ce qui fait que... Ouais, c'est la famille. La famille? C'est la famille, ouais, c'est la famille. Après, on était souvent au téléphone avec Daguerre, tu vois, et ça rebooste quand même. Quand tu as un peu de mou, quand tu es fatigué le soir, tu t'allonges, tu appelles la famille, ça te remonte le moral, tu vois. Mais ça, et puis aussi, tu peux pas revenir de Paris avec les mains vides, quoi. Enfin, je sais pas comment. Ouais, c'est ça. Tu te sentais un peu une responsabilité d'y arriver, ou en tout cas c'est ça. Ouais. Après, Daguerre, il m'a rejoint à Paris. Et tu vois, par exemple, les parents, ils nous ont envoyés à Paris pour qu'on fasse du MMA. On leur a promis, surtout moi, j'ai promis beaucoup de choses. À ma mère, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais aller à l'UFC, je vais gagner, etc. Puis de revenir sans rien, c'était pas possible, tu vois. Du coup, c'était la seule chose qui restait, c'est de croire et d'avancer, continuer à avancer. Et c'est ce qu'on a fait. Et franchement, patience. C'est pour ça qu'on dit toujours la patience et travailler dur, rester patient et ça finit par payer. Ouais. Et à ce moment-là, la patience, c'est très, 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 très important. Et sachant tout ça, et sachant que tu avais un peu cette pression, et qu'il y avait vraiment ce truc-là que tu ne voulais pas lâcher, et puis même pour ta famille, etc. Bon, il y a eu le combat à Arès contre Jonathan Monnier, où tu savais que si tu battais ce gars-là, qui avait déjà combattu contre Colby Covington, je crois, ou enfin en tout cas, il avait vraiment été à l'UFC, il avait combattu des gros noms, tu savais que si tu le battais, c'était possiblement ton ticket d'entrée. Tu l'as battu, et en plus, c'était, on était là, en plus, c'était spectaculaire, c'était par Ground and Pound, etc. Quand est-ce que tu as reçu l'appel de Fernand, ou en tout cas, comment est-ce que tu as su que tu allais à l'UFC, et comment est-ce que tu as réagi au moment où tu as eu la nouvelle? Comment est-ce que j'ai su? C'était par un mail. Par mail? J'ai reçu un mail. Et tu sais, j'ouvre jamais les mails. Enfin, maintenant, un peu plus souvent, tu vois. Mais avant, à ce moment-là, mail, quoi. Ok, Facebook, Instagram. Mais mail, j'ai quasi jamais. On n'est plus à la préhistoire, quoi. Et je m'endors. Je te jure, c'est vraiment vrai. Je crois que je l'avais déjà raconté dans une interview, mais je ne sais pas laquelle. Je m'endors
Je me réveille à 1h30, un truc comme ça, 1h, 2h du matin. Je me réveille et je vais dans les mails. Pour aucune raison. Je te jure, pour aucune. C'est un truc de fou. C'est vraiment vrai que je vais dans les mails et je vois le courrier, la lettre de l'UFC, c'est un contrat. Je fais waouh. Trop excité, bon, je signe, j'envoie et impossible de dormir. Je suis là, j'appelle. Ensuite, il y a Fernand qui m'écrit. Ensuite, tu vois, j'appelle les potes, la famille, tout le monde. Bon, j'ai attendu quand même. Le lendemain, je les ai écrits. J'ai vu qu'ils dormaient tous. Après, c'était que le lendemain, mais en tout cas, moi, j'ai fait une nuit blanche. Ouais. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu là les mots dans le mail que c'est l'UFC qui t'envoie un contrat? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est inexplicable. C'est ton rêve, c'est ton objectif, c'est ton. Et quelque part, tu te dis, ça y est. En fait, dans ta tête, tu as déjà réussi. Ça y est, tu as déjà. Tu vois, tu es tellement. Si au moment où il n'y avait pas de combat pendant pas mal de mois, pendant 2 ans, il n'y avait pas de combat, que je gardais l'espoir, je gardais la motivation et je me voyais loin. Alors imagine quand tu as le contrat sous le nez, tu te dis, ça y est, c'est le destin. Le contrat, il est là et je vais aller, ça y est, j'ai réussi ma vie, quoi. Ouais. Et ce que tu dis. Ouais. Mais en vrai, de vrai, l'UFC, il suffit pas juste d'aller à l'UFC. Il faut, tu vois, si c'est juste pour y aller et sortir, ça ne sert à rien. Il faut y aller et prouver. Et c'est le plus dur, c'est d'y rester, tu vois. Ouais. Du coup, voilà. Ça se passait. Et pendant la période à Paris, tu disais que tu avais un taf quand tu étais dans le sud, avant de monter sur Paris. T'étais videur, je crois, ou en tout cas tu faisais de la sécu, non? Je faisais la sécu, mais pas dans les videurs, c'est les boîtes de nuit. Oui, ça, je crois. Ouais. Ouais, non, non, pas dans les boîtes de nuit, c'était plus la journée. Ok. C'est ça, je faisais de la sécu. Daguerre, il avait un taf un peu mieux. C'était des sénateurs industriels. C'est plus dans les bureaux, l'ordi, plus la classe. Moi, j'étais là, je faisais la sécu. En plus, je me faisais virer à chaque fois. C'est vrai? Ouais, bah, tu sais, des fois, j'acceptais pas un peu le manque de respect des patrons. Tu vois. Je préfère partir que de te faire mal parler ou. Bien sûr, tu peux être qui tu veux, gros. On est des humains, tu vois. Et par exemple, il te disait quoi? Celui que je me suis vraiment très énervé, c'était celui qui m'avait appelé avec le doigt. Tu vois. Ouais, en plus, je suis jeune, j'étais très jeune. C'est le sang chaud. À la tête, tu vois. Il m'a fait comme ça, des trucs comme ça, genre, gros, viens là. Mais du coup, tu as réagi comment? C'est-à-dire que je suis allé calmement et je lui ai expliqué que plus jamais, en gros, si tu m'appelles encore une fois comme ça, encore une fois, c'est pas un bon exemple. Mais on est jeune, à ce moment-là, j'étais très jeune. C'est ça, on est humain et t'étais jeune. 18 ans, tu vois. Ouais. Là, aujourd'hui, je leur ai expliqué autrement, tu vois. Il faut pas appeler les gens comme ça, tu vois. Tu connais mon prénom, tu viens me voir, t'es à 1 mètre, tu me dis ça, tu vois. Ouais. Donc, après, je suis parti tout seul là-bas. Parce que je savais que j'allais me faire virer, de toute façon. Je n'ai pas attendu. Et puis voilà. Après, j'ai trouvé un autre taf de sécurité. Ça se passait assez bien. C'était très respectueux, j'étais respectueux. Et c'était, en gros, c'était de la sécurité pour genre des expos ou des trucs comme ça? C'était souvent les parfumeries, les magasins. Ok, donc dans des magasins. Parfumeries, souvent dans les parfumeries, les chantiers. Les caravanes, tout ça là. Ils se posent avec les caravanes et là, tu es là la nuit, tu sais. Ok, ah oui, ouais, d'accord, la sécurité de nuit et tout. Et je suis obligé de poser la question, mais c'était quoi la pire dinguerie qui t'est arrivée quand tu étais en sécu? La pire histoire qui ait pu t'arriver? La pire histoire? Ou en tout cas, le truc où tu t'es dit, soit, ok, là j'ai échappé belle, ou ça aurait pu mal finir, ou ça aurait pu être dangereux. Non, ça va. Ça allait? Franchement, c'était tranquille. Parce que je me souviens d'un moment, ça m'avait fait marrer. En plus, c'était une des premières fois où on parlait un petit peu mais c'était il y a longtemps. Et où, en gros, tu m'avais dit, tu faisais la sécu sur un truc.
sur un magasin où je sais plus, et il y a quelqu'un qui était venu et qui avait commencé à te chercher, et tu lui avais juste dit, écoute, en fait là le problème c'est que si tu veux vraiment qu'on se batte, je vais te mettre KO et ça va pas aller plus loin que ça, donc recule, ça sert à rien. Ah ouais, je t'avais dit ça. Ça m'avait marqué de ouf. Parce que je me rappelle vraiment pas. Et souvent, quand tu te rappelles pas, c'est un mensonge. Ça veut dire que si je te l'ai dit, si je te l'ai dit, c'est que j'ai menti. Mais je pense pas que tu l'avais dit. C'est pas moi. Dans une interview? Non, c'était on va la retrouver sinon. Non, entre nous? Non, on se parlait. Après, là, je l'ai raconté comme je m'en suis souvenu. Ah, peut-être tu l'as raconté autrement. Après, oui, bien sûr, ça m'a déjà arrivé où j'ai dit, pas dans ce truc-là, mais en gros que... Parce qu'en gros, c'était vraiment un mec qui était venu, qui avait commencé à te chercher alors que tu étais juste en train de faire la sécu et tu lui avais juste expliqué calmement, écoute, en fait, la recule parce que je vois bien, je vais te mettre KO très rapidement, ça n'a aucun intérêt. En fait. Bon, ça m'a déjà arrivé dans la rue, en voiture, mais pas en sécurité, tu vois. Ok, ouais. En gros, on me cherchait la merde, j'ai dit, gros, je peux te tuer, en gros, tu vois. Ouais. Si je veux, là, je peux t'écraser la tête, t'es par terre et est-ce que ça vaut le coup? C'est déjà arrivé, tu vois. Comment réagissent les gens? Parce que quand tu le dis, probablement qu'ils doivent voir dans ses yeux que bon bah tu sais ce que tu fais et que en fait, tu vois, quand tu es déterminé, je suis sorti de la voiture, j'étais déterminé, tu vois. Ouais. Déterminé, et c'était vrai ce que je lui disais. Enfin, c'était vrai, bon, je ne serais pas y allé jusqu'à là. Ouais, bien sûr, mais tu savais que s'il cherchait plus ou qu'il y avait des problèmes. En gros, je lui ai expliqué que je peux te fracasser facilement, tu vois. Ouais. Il s'est calmé. Franchement, souvent ça se passe comme ça, tu vois. Ils font les fous. Et après, quand ils voient que ça peut être réel. Ouais, ça peut être réel, c'est direct marche arrière. Après, bon, ça dépend sur qui tu tombes. Mais souvent, ceux qui veulent se montrer forts sont les plus faibles, tu vois. Si tu ne cherches pas, la personne est là, il saute. Tu vois, tu le calmes, il se calme et puis il rentre, tu vois. Ouais. C'était comme la fois là où on était, mais pour rien. Tu sais, on était, en plus c'était pour l'opération. On était allé pour mon genou. J'avais un ménisque, tu vois, opéré. On rentre à la maison tranquille et la personne devant, enfin il est derrière, il roule à fond, on le laisse passer. Au moment qu'il passe, il klaxonne et tout. Ouais, qu'est-ce qu'il klaxonne? On klaxonne au retour, tu vois. Et au mode, ils sont déterminés. Boum, il se fait devant, il dit de mettre, tu te rappelles, se mettre sur le côté, etc. Et nous, ça nous a tellement. En fait, ce qui énerve le plus, c'est injuste, quoi. Mais pourquoi? Tu vois, on n'a rien fait, c'était trop énervant. Du coup, on s'arrête, on a ouvert les portes, on a commencé à courir. Ils ont commencé à mettre la première. Tu sais, ils ont commencé à mettre, c'est ça. Hein. Ah, donc ils ont mis la première, nous on était comme des cons là, on est sortis de la voiture et ils sont barrés. Ah donc c'est ça, en fait c'est ça. Ils vont plus, on sort de la voiture. Direct, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont, peut-être qu'ils ont un flingue ou un pistolet, comme ça ils n'ont pas le temps, tu vois. Donc ils avancent un peu, commencent à montrer la matraque, tu vois. Bon, on s'est dit, bon, ils ont quelque chose, donc on commence à courir à la voiture pour vite ouvrir les portes et, tu vois, régler leur compte. Avant qu'ils puissent sortir avec des armes. Ils s'en vont, ils mettent la première et... Ah ouais, donc c'était que enfin c'était pas du bluff, mais visiblement quand vous êtes sortis... Je pense que, je sais pas, ils voulaient me mettre un coup de pression, tu vois. Ah c'est marrant ça. Ils ont vu... ils ont vu que vous ne preniez pas la pression. Des têtes gentilles, en plus on n'avait pas la barbe. Moi en tout cas, j'avais pas la barbe à ce moment-là. Du coup, ils voulaient me mettre un coup de pression, mais pourquoi faire, tu vois? Pourquoi? Ou bien au contraire, pourquoi chercher? Et ce que je disais, ceux qui cherchent, c'est souvent ceux qui, tu vois, qui valent rien du tout. Ceux qui sont tranquilles, c'est le plus dangereux. Tu vois. Et c'est vrai ça. Je peux pas m'empêcher de me dire, à leur place, ça a dû être tellement surréaliste. Tu te dis, bon, il y a deux mecs là, on leur fait ce qu'on veut, machin, et ça se trouve, ils étaient peut-être 4 dans la bagnole, j'en sais rien. Bon, on va leur mettre le coup de pression de leur vie à ces deux petits, ils sont pas prêts, que de poissons. Et là, j'ai l'impression que dans Astérix et Obélix, en fait. Et là, alors qu'ils s'attendent à vous mettre, vous, un gros de pression, ils voient deux mecs sortir et courir, tellement ils ont hâte de se la mettre. C'est surréaliste. Là, quand tu y penses et tu regardes de côté, c'était comme deux cons, tu sais. On sort de la voiture, on court et la voiture s'en va et on est là, on se regarde. Putain, sérieusement. Et en fait, et même eux, ils sont...
en vrai, ils sont chiés dessus, quoi. Et je me demande, ils sont pas tout seuls. Et qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? J'avoue, après, ouais. Qu'est-ce qu'ils se disent, quoi, en fait, tu vois? Est-ce qu'ils n'ont pas honte, tu vois? C'était là, tu dis, mets-toi sur le côté. Clairement, tu voulais, tu vois? Et nous, bon, Mais je ils pense le mettent sur le côté, on s'est dit, bon, ça y est, c'est inéchappable, tu vois? Et quand la bagarre est inéchappable, il faut frapper en premier. Du coup, on s'est dit, bon. Non, il a dû y avoir des petits moments de panique au volant en mode, attends, pourquoi il court vers nous, là? Je pense qu'il allait y avoir des petites séries de petits pères en mode non, démarre. Je te jure. Ça a dû être assez rigolo, je pense. Mais plus, j'avoue, c'est une bonne question de savoir ce qu'ils se sont dit en repartant pour garder la face, quoi. Non, mais on aurait été trop dangereux. En plus j'étais blessé. Mais oui, en plus, t'avais pas de genou. En vrai, heureusement, parce que j'étais blessé au ménisque et ça pouvait s'aggraver, tu vois. On revenait de ça, c'était du rendez-vous carrément. C'était opération, c'est ça. Mais t'es un fou aussi, Naz. Après, ménisque, c'est tu peux marcher. Je pense que je pourrais me mettre en garde. Ménisque, c'est pas une opération, c'est vite fait, tu vois. Ouais, mais cela dit, pour revenir ensuite, réembrayer sur la carrière, mais cela dit, ça m'étonne pas dans le sens, je me souviens aussi que tu m'avais raconté juste une anecdote où ça n'avait pas été plus loin, mais pour dire à quel point, en fait, ce que tu détestes par-dessus tout, c'est vraiment le côté injuste, comme tu disais, le côté pourquoi faire ça alors qu'on ne mérite pas et qu'on n'a rien fait de mal. C'est juste un moment, et pour le coup, tu l'avais jamais rattrapé, mais je crois que c'était un motard ou un truc qui t'avait doublé un jour sur la route ou sur le périph'. Et ensuite, il était reparti et tu n'avais pas eu le temps, entre guillemets, de le choper juste pour avoir une explication en face à face. Et tu m'avais dit que ça t'avait bouffé pendant les jours d'après, parce que tu étais en mode, le mec m'a pris pour une victime, il m'a gueulé dessus ou je sais plus ce qu'il t'avait fait, et il est reparti ensuite. Et toi, tu es là en mode, t'as rien fait, tu subis l'interaction, et après, tu y penses et ça te bouffe. C'est surtout ça, tu vois. C'est quand tu es tranquille, tu cherches personne, tu t'insultes personne, et quand tu rentres dedans gratuitement, c'est ça en fait le plus énervant, tu vois. Moi, en tout cas, je sais reconnaître mes torts. Si j'ai fait un truc, genre, je sais pas, je coupe la personne, tu vois, je sais pas moi, sur la route, ça peut arriver, tu vois, tu fais pas attention, tu le vois pas, et tu klaxonnes, même si tu dis un truc pas bon, après, il faut pas que ça insulte non plus, mais tu dis, ouais, fais attention, énervé, ok, excuse-moi, tu vois, c'est ma faute. Je sais reconnaître, mais comme ça, quand c'est pour rien, quoi, juste parce que la personne elle a passé une mauvaise journée et qui veut, tu sais, se libérer sur toi, c'est pas la bonne personne, tu vois. Et c'est pour ça, c'est ça qui est énervant. Maintenant, je suis franchement. Maintenant, tu es beaucoup plus chill dans la vie de tous les jours et tout. Oui, ça m'arrive à Paris, franchement, ça m'arrive presque jamais. Tu vois. Il y a des klaxons, tout ça. Mais ça, et ça, le fait que maintenant, ça ne t'arrive plus, toi, en termes de comportement, etc., est-ce que c'est parce que maintenant, tu es plus mature que ça et en gros, tu te prends plus la tête, ou est-ce qu'il y a aussi une partie de, pour le coup, tu es littéralement un combattant UFC et en fait, tu sais que de toute façon, quoi que tu fasses, si jamais ça dégénère, tu serais en tort, et donc il y a un côté, tu n'as pas le droit, entre guillemets. Il y a ça, et aussi, il y a... En fait, c'est juste, ça n'arrive pas, en fait. La dernière fois, c'était, c'est ça. Ça fait super longtemps où c'est pas arrivé. Où c'est vraiment, tu vois, le gars, il vient, il veut te cogner ou qu'il t'insulte, tu vois. Ça m'arrive quasi jamais. Les petits trucs, les klaxons, tout ça, ça c'est... Ouais, maintenant, tu as l'habitude, en fait. Quoi. Oui. En plus, commence à me reconnaître et tout. Si je commence à sortir de la voiture et me taper, c'est la honte, tu vois. Mais, et puis même, après, avec l'âge, ça y est, tu passes à autre chose, quoi. C'est ça, même je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un vient et me met une grosse claque, je vais dire, bon, c'est pas. Quand même. C'est pas. Non, en vrai, même si, tu vois, par exemple, la claque, j'ai abusé, mais par exemple, s'il est là, il veut se battre et tout, je vais dire, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois, comme ça, on va régler. Mais je vais essayer d'éviter. Après, bon, s'il ne comprend pas, je vais le maîtriser, tu vois. Mais la plupart du temps, c'est ça. En fait, quand tu commences à parler gentiment, quand tu commences à... Tu vois, c'est là qu'il commence encore plus. Et des fois, il faut le remettre à la place dès le début, tu vois. Mais ils ne comprennent pas. Mais c'est cool qu'il y ait eu cette espèce de progression quand même, où maintenant, tu es vraiment devenu en mode beaucoup plus chill. Enfin, sachant que tu as le sang chaud à la base, tu vois, et que tu kiffes ça. C'est cool comme arc narratif un peu, quoi. Je pense que c'est le sport de combat. Hein. Ça y est, tu vis toute ton énergie ici et puis après... Et puis t'as plus rien à prouver. Moi, je dis maintenant, mais depuis un petit moment. Les histoires que je te raconte, ça date, tu vois. C'était dans le sud, tout ça. Mais ça fait un petit moment que
C'est depuis, voilà, MMA, pro, c'est comme quoi le sport, ça éduque, tu vois. Et tous ceux qui inscrivent leurs enfants au sport, et au sport de combat aussi, franchement, c'est la meilleure des choses à faire, je pense. Ouais, c'est la meilleure des écoles parce que c'est ça, t'apprends sur toi-même. Ça fait des phrases un peu à la con, mais c'est vraiment ça pour le coup. C'est t'apprends sur toi-même. T'as pu prouver à grand monde une fois que tu sais que tu sais te battre, etc. Enfin, ça t'évite plein de choses. Franchement, ça t'évite plein de choses. Voilà, tu vois, tu vas à l'école, t'es un enfant, tu vas à l'école, tu reviens, tu vas au sport. T'as pas le temps de faire des conneries, tu vois. En plus, si tu kiffes ça, tu donnes toi à l'entraînement, t'es fatigué, tu rentres. Et puis dehors, t'as rien à prouver. Tu vois. Moi, en tout cas, c'était ça. Vraiment, ça m'a un peu. Ça t'a tranquillisé, quoi. Ouais, de fou. Et on repart sur la carrière juste en 2 secondes. Quand tu auras des enfants, tu les mettras à quoi comme sport quand ils seront petits? Parce que la boxe, ça fait peut-être, quand ils sont petits, les chocs à la tête, c'est pas bon, mais tu les mettras à quoi? Quand tu dis petit, c'est à partir de quel âge? À partir de 6 ans. À 6 ans. Tac, gymnastique. Oh, ouais. Nice. Je pense, gymnastique pour qu'ils soient pas aussi raides que leur papa. Parce que là, aujourd'hui, c'est ce qui me manque. Souple comme un pare-brise. Je te jure, je suis très raide. Mais voilà, gymnastique, ensuite la natation. Tu vois, pour qu'ils s'amusent, quoi, des sports pour s'amuser. Ok, donc tu les mettras pas à des sports de combat directement? Non, pas direct. Pas direct. Pourquoi? Après, ça dépend, tu vois. Mais je pense que plus tôt tu les mets, plus tôt ils vont se dégoûter peut-être un peu. C'est ça. Ok, ouais, je comprends. Je sais pas, même les grands champions, tout ça, il y a beaucoup qui ont commencé tard, tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et ceux qui commencent, plus tu commences tard, plus tu dures aussi. Niveau blessure, tout ça. C'est vrai. Ça, c'est la vérité. C'est vrai. Et c'est pour ça, je pense que c'est ça. Et ensuite, à l'âge de 10 ans, à partir de 10 ans, même un peu avant, pour se forger aussi, ils vont toucher un peu tout ce qui est judo, peut-être lutte, tu vois, pour que vraiment forger le corps. Et les coups, vraiment, ça va être un peu tard quand même, 12, 13 ans. Et ça va être vraiment au début technique, petit à petit. Vraiment, j'ai envie d'écrire un vrai combattant. C'est le combattant ultime. Non, en vrai, ils vont toucher à tout et puis ils vont choisir eux-mêmes ce qu'ils aiment. Je vais jamais les forcer à, tu vois, à aller en MMA ou en boxe anglaise. Tu peux pas. Tu peux pas. Si l'enfant il kiffe pas, jamais il faut forcer. C'est ce que je pense. Après, bon, j'ai pas énormément d'expérience, mais je pense que, par exemple, moi je suis passé par là. Si t'aimes pas le sport, tu peux pas réussir. Il faut avoir une passion, il faut avoir, surtout au début, tu vois. Quand tu prends des coups gratuitement, tu viens, il n'y a pas de, tu vois. Si tu sais pas pourquoi tu es là vraiment. C'est ça, tu vas vite t'arrêter si c'est pour, tu vois, si t'aimes pas. C'est pour ça, il faut pas forcer. S'ils aiment, je vais les pousser, je vais être derrière. Et s'ils veulent pas, bon, ils vont faire autre chose. Mais ils vont passer par le sport. Le sport sera important. C'est la vie. Et donc, tu as reçu, si on reprend le fil du truc, tu as reçu ce mail. T'es resté éveillé toute la nuit, le mec de l'UFC. Là, on revient, là. En fait, à quel point on était parti, on est sorti du C'est pour ça. Et encore, t'as de la chance parce que j'avais envie de te poser une autre question sur et si ton enfant a envie d'être combattant pro, qu'est-ce que tu fais? Mais à la limite, si on a le temps, je la reposerai à la fin parce que sinon, je sens qu'on va jamais reprendre le fil. Donc là, une fois que t'as reçu ce coup de fil, le premier combat UFC que t'as, comment est-ce que tu le prépares? Est-ce que là, tu dois être motivé comme jamais, mais est-ce qu'à ce moment-là, physiquement, tu étais bien? Comment ça s'est passé? La préparation de ton premier combat UFC? Alors, comment ça s'est passé? C'était déjà, je devais combattre Contenders. Oui, c'est vrai. Contenders. Problème de visa, je n'ai pas pu y aller. Et le gars que je devais affronter, c'est le mec, comment ça s'appelle? Jordan Williams. Jordan Williams, qui l'a affronté, qui a mis KO. Et ensuite, on m'a mis contre lui en octobre. Et franchement, je le sentais arriver, celle-là. Vraiment, je le sentais arriver et j'étais prêt. Il me restait 1 mois pour la préparation. Mais comme je m'entraînais tout le temps, j'étais déjà prêt, tu vois. Et motivation next level. Next level et let's go. Et on l'a préparé avec les sparring. Ça n'a pas trop bougé. C'était Ahmed Salamov, mon sparring principal. Et voilà.
En plus, c'était un gaucher, ça tombait bien comme mon adversaire. Et let's go. Et est-ce que c'est, pour toi en tout cas, est-ce que tu l'as eu, tu sais, ils appellent ça les octagon jitters en anglais, le bail de la première fois que tu rentres dans la cage de l'UFC, de l'octogone de l'UFC, est-ce que ça te met d'un coup une pression supplémentaire de fou ou comment est-ce que tu as vécu cette première entrée dans l'octogone? Comment est-ce que j'ai vécu cette première entrée à l'octogone? Franchement, ça va. Hein. Je pensais que j'allais avoir beaucoup de pression, mais ça allait peut-être parce que c'était pendant la période de Covid où il n'y avait pas de spectateurs. Tu vois, enfin, il y avait, mais je crois que c'était autorisé à 100 ou 200 personnes. Okay, ouais. Vraiment, la salle elle était vide, peut-être par rapport à ça aussi. J'étais à l'aise. Et juste avant, j'avais fait Arès. Et il y avait un peu tu vois, comme ils avaient super bien organisé. Je m'en souviens, c'était franchement, il y avait les médias, tout, c'était carré. Et j'avais un peu d'expérience, tu vois. J'avais un peu goûté à ça juste avant, tu vois, les médias, Arès, c'était carré, tu vois. Et du coup, non, ça va. Je me sens bien, je me sentais chez moi, en fait. J'étais bien. Et en plus, si je me souviens bien, bon, déjà, le combat, tu le gagnes, et aucun doute, hein, enfin, vraiment. Et pour le coup, tu le détruis, mais littéralement. Je sais pas si tu te souviens, mais il avait fini le combat. Alors, tu l'avais pas mis KO, mais je crois qu'il avait une pommette pétée, et je crois le nez cassé et la colonne fêlée. Ouais, comme ça. Enfin, vraiment, la colonne, ouais, le cou. Ouais. En fait, c'est quand je prenais en guillotine, je serrais, il tournait avec tout son corps. Tu peux le voir au combat, il faisait des dingueries. Mais ouais. Et franchement, un dur mal. Il lâchait rien. Vraiment, il allait tout droit. Et ouais, au premier round, il m'avait vraiment réveillé avec un coup de tête. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, et puis c'était un knockdown, flash knockdown sur un coup de tête, je me souviens. Ouais, on se cogne la tête, il me touche à la tempe. Bam, je tombe. Moi, à la base, je pensais que c'était un coup de poing. Je me fais waouh. C'était rapide. Il a des coups de poing invisibles, quoi. Je vois pas arriver. Tu vois, là, j'étais en mode automatique, je voyais rien. Boum, je commence à prendre du temps, je regarde le temps en haut. Je regarde, j'essaie de le voir, je vois pas. À ce moment-là, je me rappelle parce que les gens ils pensaient que je faisais un clin d'œil à la caméra, tu sais. Mais en fait, je voyais juste pas tu vois. Je voyais en double, c'était flou, double, j'essayais de le voir. Et c'est comme ça. Ensuite, j'étais un peu en pilote automatique, tu vois. J'écoutais le coin. Mais franchement, j'ai fini le combat. Après, on était chez le médecin. Et j'avais encore les fourmis, tu vois, j'étais vraiment pas encore, tu vois, revenu. Mais c'était un combat vraiment très dur, vraiment très, très mental. Et ça s'est bien passé. Et je suis content que c'était un combat comme ça. Comme ça, dès le début, on nous a mis, on sait où est-ce que je me situe niveau, tu vois, mentalement. Ouais, c'est ça. Tu savais que tu pouvais avoir une guerre contre un mec qui est pas là par hasard parce qu'il est là à l'UFC aussi. Et que ça le fait, et que même dans la difficulté, tu y arrives, quoi. C'est ça, et puis je tape. Je mettais mes meilleurs coups, et je touchais plein pot. Hein. Il n'a rien à foutre. Ça fait quoi, ça, de se dire, est-ce que déjà tu le sens, enfin, est-ce que tu l'as senti le moment où tu l'as pété le nez, ou ça tu le sens pas vraiment? Tu sais que tu frappes dur, mais c'est tout, quoi. Je sais juste que je frappe dur et je touche dur, tu vois. À un moment au sol, au grand départ, je frappe la tête, sa tête est rebondie au sol. Et à ce moment-là, je sais que je suis pas loin, quoi, je frappe. Mais après, je me rends compte qu'il est toujours conscient. Je me dis, oula, tu vois, il ne veut vraiment pas lâcher. Vraiment un dur mal. Mais après, ça a laissé des séquelles quand même. Je crois qu'il avait arrêté pendant 6 mois, 7 mois. Ouais, bah, histoire de reconstruire un peu tout ce qu'il faut. C'est ça, après, il n'est jamais revenu pareil. Hein. Après, il était fragile. Ouais. Et après ce combat contre Jordan Williams, tu as un autre combat que tu gagnes, je crois. Et ensuite, tu as le combat contre ce lutteur qui t'a collé contre la cage, dont j'ai oublié le nom. Phil Hawes. C'était Phil Hawes, je crois, directement. Ouais, c'était juste après le premier combat. Ah, c'était juste après Jordan. Ouais, Ok. Bah, et là, forcément, d'ailleurs, j'étais là à ce moment-là. Et là, c'est un combat qui est frustrant parce que les rares moments où tu as des échanges debout, très clairement, tu es au-dessus et tu lui fais mal, mais il te colle pendant tout le combat contre la cage. Et bon, les gars, tapez Phil Hawes sur Internet, vous allez voir pourquoi est-ce que c'est un mur, en fait. Et ce combat-là, t'étais déçu de ouf après, et tu t'en voulais de ouf, mais pourtant, et c'est ça qui est ouf, tu vois, mais c'est que on n'a plus jamais vraiment ensuite revu de moments où tu te fais coincer comme ça pendant tout le combat et où il se passe rien. Comment est-ce que tu as vécu cette première défaite à l'UFC et qu'est-ce que ça t'a fait apprendre?
Comment est-ce que j'ai vécu? Ouais, ça fait mal, bien sûr, comme tous les défaites. Hein. Comme je t'ai dit, je déteste de perdre. Mais j'accepte, au final, tu vois. J'accepte la défaite et je travaille sur mes erreurs. Et voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. Lui, quand il rentre à l'UFC, je crois qu'en quelques secondes, il a mis un KO à la Mike Tyson, il est venu bras, tu vois. Et nous, je m'attendais plus au striking. Et je travaille beaucoup le striking à la salle. Ensuite, on devait combattre, au début, on devait combattre à Abu Dhabi, ça s'est annulé. Oui, c'est vrai. Ouais, ensuite, on est revenu, on a continué la préparation et c'était à Vegas. Je ne m'attendais pas. Très, très frustrant parce que je savais que j'étais plus fort, je savais que je pouvais gagner. Mais tout ce qu'il a fait, c'est me presser contre la cage, bloquer le jeu. J'ai réussi à me libérer. Je le touche au deuxième round, il recolle. Ensuite, troisième round, j'ai touché plein de fois, je passe de peu du finish. Mais comme à chaque fois de le repousser, j'avais plus d'énergie, du coup, j'ai pas pu le finir. Mais après, c'est, comme tu as dit, on l'a plus revu après. Je pense que l'UFC, ils ont vu, à la base, ils me l'avaient mis pour qu'il me tabasse, quoi, je pense. Bah, ou peut-être pour voir, parce que comme vous étiez deux prospects, peut-être pour voir lequel des deux arrive à en sortir. Mais ouais. Ouais, et puis après, quand ils ont vu que même si j'ai perdu, que j'avais envie de finir, j'étais là, je voulais taper, quoi. Ouais. Et ils ont commencé à mettre l'accent plus sur moi que sur lui, même s'il a gagné. Tu vois, comme on commençait des fois. Et c'est ouf parce que je me souviens pour le coup qu'on en parlait dans le bus retour et on se disait la même chose. Parce que toi, tu étais dégoûté, tu étais en mode putain, mais j'ai pas pu m'exprimer, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Et je me souviens très déçu ce jour-là. Ouais, t'étais déçu de ouf. Et je me souviens que pour le coup, c'est Fernand qui te disait en vrai, là, ils ont tout ce qu'ils ont vu, c'est toi, dès que tu as un moment où tu peux rendre le combat ultra spectaculaire et chercher le KO, tu le fais. Et donc, il y a beaucoup plus de chances qu'il te favorise toi en réalité. Et c'est ce qui s'était passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit, c'est ça, que ce qu'ils vont voir, c'est même si tu as perdu, franchement, à leurs yeux, c'est toi le vainqueur. Bon, après, au début, je pensais qu'il disait ça pour me, tu vois, pour que je sois moins frustré. Mais en vrai, en réalité, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Et mais bon, après, les règles, ils ont changé depuis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a fait avant, fait la même aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Parce que maintenant que ce sont les dommages et les dégâts avant tout, en soi, sur le peu de moments où tu as eu des échanges en striking, tu lui faisais beaucoup plus mal. Parce qu'en fait, il te faisait pas mal, c'est juste qu'il te bloquait. Donc maintenant, avec le scoring, effectivement, ce serait différent. Peut-être qu'il aurait combattu autrement aussi. Ouais, voilà, non, c'est pour ça. On peut pas savoir. Mais en tout cas, voilà, j'étais très déçu, mais en même temps, je suis resté confiant. Et je dis à mon grand frère, je lui ai écrit vite. Je sais que lui, il devait être encore plus frustré que moi. Moi, tu sais, Ibrahim. Ouais. Et, il est toujours très énervé, tu vois, quand il y a une défaite. Il est intense. Je lui ai vite écrit un message. Je me dis, t'inquiète, tu vas voir. Soit on va faire la revanche, je vais le gagner. Soit je vais tellement le dépasser dans le classement. C'est exactement ce que je dis. Je vais tellement le dépasser dans le classement qu'il n'y aura aucun doute que je suis meilleur que lui et que c'est rien du tout et que je vais me rattraper rapidement. Je l'ai écrit vite fait, ce texte-là. Et puis voilà. Ouais, et c'est ce qui s'est passé ensuite, quoi. Et ensuite, après ce combat-là, il y a, pour le coup, là, t'en enchaînes, je crois que c'est 3 ou quelque chose comme ça, 3 ou 4 que tu gagnes et où vraiment, là, tu montes en puissance. J'aurais dû, là, j'ai même pas fait mes devoirs correctement, j'aurais dû avoir en tête exactement quel combat était après lequel. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, il y a eu ce combat-là qui était marquant parce que c'était ta première défaite à l'UFC et ça aurait pu te casser mentalement parce que tu aurais pu être en mode purée, c'était ma chance et c'était pas un combat qui était à la hauteur, machin. Mais non, tu reviens, tu réenchaînes ensuite les victoires. Et il y a le combat. Alors attends, c'était. Waouh, je confonds tout. Strickland, c'était avant l'UFC Paris ou c'était après? C'était après. C'était après, ok. Alors, juste, j'ai envie qu'on évoque l'UFC Paris pour un truc. C'était le combat contre Buckley, mais qu'est-ce que ça t'a fait, ce moment où tu rentres dans la cage à Paris, et là, tu te retournes juste avant de rentrer dans la cage, tu vois le public, tu prends l'ambiance, mais comme jamais, le public rugit. Ça fait quoi, ça, Nas? Je sais que t'as kiffé ça. Ah, mais j'en pouvais plus. Tu m'en parles à chaque fois. Mais parce que j'étais là avec mon portable, j'étais en mode, putain, je suis dans un film. Ouais, en plus, j'ai vu sur le reportage, ça sortait super bien. Ouais. C'était incroyable. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Je monte dans la cage et puis je voulais juste me retourner voir le public. Tu vois, j'ai toujours dit, le public, ça me motive énormément.
Et là, en plus de ça, on crie ton nom, on te supporte. C'était incroyable. Et là, je me dis, bon, on me supporte, donc je vais prendre toute cette énergie. Ouais, c'était incroyable. Mais vraiment. Tu me fais revivre les bons souvenirs. Et pendant ce combat-là contre Buckley, tu te souviens, tu t'entends le public, t'entends le public qui crie ton nom, etc. Tu te souviens avoir entendu ça pendant le combat? T'étais pas trop focus sur le combat? Si, j'étais très très focus. Je faisais très très attention parce que c'était quand même un adversaire dangereux. Ouais. On le savait, il était sur 3 victoires consécutives contre des gars bien solides. Même s'il était 25e, on savait que, tu vois, des fois, les gars derrière, ils peuvent être des fois plus dangereux que ceux devant. Il a remis des gros KO en plus, même par la suite. Et puis il est rentré dans le top, le top 15 là. Parce qu'il est, c'est ça. Il est descendu de KT et là il fait du sale. Oui, c'est moi qui ai mal posé ma question. En fait, c'était plutôt, est-ce que malgré le fait que tu sois concentré sur Buckley, est-ce que tu entendais quand même la foule pendant le combat? Ouais, bien sûr. Bien sûr, ça motive énormément. J'étais là, ça te recharge. T'as un coup de fatigue, boum. Ça te permet de continuer à avancer, de continuer à combattre. Et c'est ça, je gagne les 2 rounds. Et le 3e, t'en penses quoi? En tout cas, du coup, c'est pas que t'étais cardio gassé, mais il y avait une baisse de régime de ouf, quoi. Ouais, parce que j'avais commencé justement très fort. Et si c'était 5 rounds, j'aurais pas commencé aussi fort. Donc le but, c'était ça, c'était de gagner 2 rounds. Et vu que je gagnais, le 3e, j'étais fatigué parce que je donnais beaucoup d'énergie. Et le 3e, je gérais, mais quand même, j'avais ce truc-là, il faut que je le finisse. Il faut que je voulais le finir, mais c'était plus sur un coup. Et, ce qui a fait que tu avais pris un peu de risque et que du coup, lui-même, il a pu trouver des ouvertures et toucher à certains moments. C'est ça. Et du coup, ça allait dans les 2 sens. Il touchait, je touchais. C'était un beau combat. C'est pour ça. Et justement, parfaite transition. Là, je vais pas faire les combats un à un, parce que même le combat contre Strickland, en réalité, on va y aller assez vite, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, contre Buckley, on avait eu un peu peur sur le 3e round, parce que même si tu gérais, il y avait des échanges, et du coup, on se disait, putain, on n'est jamais à l'abri, surtout qu'il tape fort l'enfoiré, quoi. Mais on avait des questions à ce moment-là sur le cardio de Nassourdine, on avait des questions sur la lutte, parce qu'on ne savait pas exactement à ce moment-là, il y avait eu le truc de Phil Hawes. Et ce qui est fou en réalité, c'est que si on veut faire une espèce d'avance rapide sur jusqu'à maintenant, entre Buckley et maintenant, et en prenant le combat contre Strickland en compte, c'est que il y a eu le combat contre Strickland où tu gagnes le 5e round, c'est-à-dire qu'il est ultra difficile à gérer, c'est une horreur, et il a été champion UFC, c'est pas pour rien, sur les 4 premiers rounds, et pourtant c'est toi qui reviens le 5e, donc il y a eu ce côté un peu cardio, bon ça va, Nassourdine, ça va. Il y a eu le côté lutte où tu as eu la démonstration contre Chris Curtis, pourtant il vient de la lutte lui-même, où grosso modo tu lui as à peu près tout fait avant qu'il y ait, je crois que c'était une coupure, qui arrête le combat. Et là en gros, ma question ce serait presque, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que, ah oui ok, là en fait, c'était mon objectif depuis toujours, mais je peux vraiment devenir champion, parce que je combats des gars qui sont dans le top 15, qui ont le meilleur niveau, et je sens que je peux les battre. À quel moment c'est venu? En vrai, c'est venu depuis que je suis rentré à l'UFC. Le seul objectif, c'était la ceinture. Et c'est juste qu'à ce moment-là, je n'osais pas trop parler parce que sinon, ça ferait trop rêveur, ça ferait trop, je suis loin. Et puis j'ai rien prouvé encore. Ça donne pas envie de parler. Mais j'ai toujours eu ce but-là, cet objectif. J'ai toujours cru en moi que tôt ou tard, je vais l'avoir. Ouais. Je l'ai dit, je l'ai dit auparavant. Si Dieu me laisse en santé, comme que je suis aujourd'hui, tôt ou tard, je vais l'avoir. Et c'est pourquoi je travaille. Ouais. C'est ça en fait, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de moment où tu as eu un déclic, où tu t'es dit, ok, j'ai fait jeu égal contre Strickland ou machin. Non, tu as toujours su où tu allais et que tu allais y arriver. Toujours. Même malgré la défaite, je l'accepte, je travaille là-dessus, sur les erreurs. Et je garde sur ce truc-là de... Après, sur le coup, peut-être que direct juste après la défaite, il y a plein de choses qui se passent. Tu es déçu, tu n'es plus toi-même, tu vois. Ouais. Moi, peut-être il y a des doutes qui peuvent venir en mode, est-ce que j'ai ma place ou... c'est ça, mais ça part très rapidement. Il y a ce côté-là, t'as encore plus la dalle en vrai. T'as encore plus faim. Et donc, depuis ce moment-là,
Tu as battu plusieurs top 10 de l'UFC, tu as battu Cannonier, tu as battu Tolidze. Il y en a un troisième que tu as battu du top 10 que j'oublie. Top 15, c'est Curtis. Curtis top 15. Donc déjà au moins 2 top 10, un top 15. Donc là, on est bien. Et là, ce qui est bien, c'est que de toute façon, c'est une interview qui sera intemporelle quoi qu'il arrive. Mais elle est faite avant l'UFC Paris 2024. Et on en parlait un petit peu avant. Mais pour que l'interview reste intemporelle, là, tu vois, tu es en train de prendre Brendan Allen, qui est numéro 7. Il est 7 7, ouais. Il est 7, il est derrière toi théoriquement, et pourtant, tu as cette mentalité de tu prends tout le monde. C'est-à-dire que peu importe qui soit derrière, bon, faut pas qu'il soit non plus hors du top 15, enfin, c'est quand même mieux s'il est dans le top 10, mais est-ce que tu peux nous expliquer ta mentalité de tôt ou tard, de toute façon, je veux juste prouver que je suis le meilleur et tôt ou tard, j'arriverai à la ceinture, et tu es prêt à prendre des mecs même s'ils sont derrière? Tout simplement, c'est on me propose, on prend. Je ne vais pas refuser d'adversaire. Après, il ne faut pas abuser non plus. Tu me proposes un gars top 30. Ouais, je sais que c'est, même pour la motivation, tu vois, même les fans, tout ça, c'est pas intéressant. Le combat ne sera pas attendu. Mais voilà, derrière ou devant, peu importe, on me propose. J'ai jamais dit non à l'UFC. On a toujours dit oui. Et voilà, c'est en plus là, pour ce coup-là, sur ce coup-là, c'était l'UFC Paris, c'est l'UFC Paris. Et je voulais absolument combattre, et peu importe qui est en face, je veux juste participer et marquer les esprits. Et ce sera peut-être ma dernière question, si j'en pense pas une au milieu, mais ça me fait presque chier de finir là-dessus. J'en trouverai une autre parce que ça me fait chier de finir sur un truc aussi trivial, entre guillemets, mais ça m'intéresse quand même malgré tout, c'est financièrement, là, maintenant, tu es top 15 à l'UFC et tu gagnes bien ta vie. Est-ce que là, tu es en mode... Est-ce que tu penses qu'à un moment donné dans ta carrière, il y aura un côté... Là, tu es concentré sur la ceinture à mort. Est-ce qu'il y a un côté aussi, je veux mettre la famille à l'abri et je veux aussi viser le fait de gagner les plus grosses bourses possibles? Et est-ce qu'à un moment donné, soit ce sera l'UFC ou peut-être une organisation, mais il y aura un changement entre objectif sportif et objectif financier? Est-ce que tu penses qu'il y a un jour où ça peut arriver? C'est possible plus tard, parce que déjà là, on commence quand même à... Enfin, ça fait plaisir, quoi, de mettre, tu vois, de voir ce qui rentre dans la poche, des grosses sommes. Et de toute façon, une fois que tu as l'objectif, c'est la ceinture. Et une fois que tu as la ceinture, tu auras le... Comment on dit? Ouais, le pèse, la maille, le bif. Le bif, voilà. En mode le bif, voilà, c'est pas parfait. Il y aura tout ça. L'un ne va pas sans l'autre, mais l'objectif, il faut que ça soit la ceinture. Ouais. L'objectif premier, dès le début, c'était la ceinture et ça reste, tu vois. Ouais. Mais derrière, bien sûr, l'argent, c'est important parce que je deviens... J'ai quand même 28 ans. Après, je veux construire une famille plus tard. Et tu vois, tu penses à tout ça. Plus tu vieillis, plus tu vois, tu penses à tout ça. Mais voilà, l'objectif, tu vois, c'est pas l'argent. Ouais. Ça reste pour l'instant secondaire dans le sens où là, tu gagnes suffisamment dans ta vie pour que t'as pas à t'en soucier. Mais c'est pour l'instant pas un sujet où tu penses vraiment en mode ok, il faut vraiment que je commence à gagner autant ou machin. Là, tu es juste encore concentré sur la ceinture, ton objectif, et pour l'instant, c'est secondaire. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Tu as tout dit. Ok. Rien à rajouter. Bon, pour pas finir sur un truc comme ça, parce que c'est pas bon, une dernière question. À la limite, parce que l'objectif, on le sait, être champion UFC, à la limite, c'est une petite question comme ça, mais est-ce que tu as presque un regret que si jamais là, on ne sait pas qui aura la ceinture quand tu combattras pour la ceinture, mais est-ce que tu as un petit regret que c'est pas été Adesanya en mode dans son prime et que tu aurais pu être la personne qui le batte dans son prime? Franchement, ça serait l'idéal. Ça serait parfait, mais maintenant, je me rendais compte, tu peux pas être champion longtemps. Tu peux pas être, champion, ça fait depuis un petit moment qu'il régnait. Tu vois. Là, il a 35 ans et tu peux pas être champion toute ta vie. Je savais que à un moment, qu'il allait chuter un peu. Donc non. Tout ce qui m'importe, c'est la ceinture. Ouais. Et puis après, il y aura d'autres stars, il y aura de nouvelles têtes à battre, comme on dit. Ouais.
Mais non, franchement, franchement, ça va. C'est pas... Ouais, c'est ça. Peu importe le nom, là, il te faut juste le Graal, il te faut la ceinture. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et est-ce que ça, ce sera la dernière question, mais une fois que ta carrière est terminée, l'objectif est rempli, est-ce que tu as un âge d'ailleurs auquel tu veux arrêter ta carrière, ou tu n'as pas d'âge prédéfini et tu verras comment ça se passe? J'ai pas vraiment d'âge, mais je pense que le maximum, ça sera 34 ans. Ok. Ouais, 35 max. Ouais, parce que tu veux pas continuer trop longtemps pour les dommages, le corps, etc. C'est ça, les blessures. Après, ça fait, comme je te disais, j'ai commencé le sport assez tôt aussi, tu vois. Et les blessures, et que ça commence à venir. Ouais. Il y a pas mal de blessures et je veux pas, tu vois, trop pousser la machine. Et puis, ceux qui poussent trop, ça finit, la plupart du temps, ça finit pas très bien. Et je veux pas finir à me prendre des, tu vois, des KO, tu vois, c'est même pas pour le dommage, mais même pour ton kak naslet soit kagold. Pour ton héritage, tu vois. Ouais. Tu vois, il y a des mots, des fois, ils m'échappent, ça fait quelque chose. En même temps, celui-là, même moi, j'aurais eu, parce que moi, je l'ai en anglais comme un con, mais ouais. Ouais, ça fait, c'est à force. Ouais, c'est ça, t'as pas envie de finir sur genre, de faire une Tony Ferguson, quoi. On l'adore, mais voilà, quoi. Exactement, tu vois. Et des fois, t'as du mal à arrêter, mais il faut dire stop. Tout le temps en restant, bien sûr, dans le domaine. Moi, ma technique, plus tard, pour réussir à arrêter, c'est de toujours rester dans le game et aider les plus jeunes. Les jeunes qui veulent réussir. Tu es déjà passé par là, tu sais tous les obstacles, tu sais les obstacles qu'ils vont devoir traverser. Et je pense que je vais prendre du plaisir à leur expliquer tout ça, à leur montrer le chemin, à leur pousser derrière, un peu rester dans ce truc-là de coach, d'entraîneur, et de les accompagner au combat pour que je sais que je vais avoir ce truc-là un peu comme moi, tu sais, au moment de la victoire. Tu vois, ton poulet gagner avec le public, tu auras quand même, t'es pas complètement sorti du sport, tu vois. Tu vois, c'est comme ça parce que c'est dur à arrêter. Tu peux pas d'un coup prendre et arrêter ce que tu vis, tu sais, les victoires, la foule, tout ça, l'adrénaline, ce truc-là qui se déclenche quand tu gagnes, c'est un truc inexplicable. Tu vois, t'es dans la cage, tu gagnes, t'es trop bien. Et ça là, c'est un manque. Tu vois, et quand tu stops net, comme certains font, tôt ou tard tu reviens, et quand tu reviens, ça se finit mal. On l'a vu tellement de fois. C'est tellement de fois, c'est ça. Et tu sais ce que tu voudrais faire après? C'est-à-dire que tu as déjà une idée un peu, donc coach, mais une fois que professionnellement, donc tu resterais dans le MMA, ce serait soit coach, soit ouvrir ton club, tu as déjà un peu une idée de ce que tu vas faire? Je vais probablement ouvrir mon propre gym. Ça, puis après, bien sûr, il y aura des investissements, j'ai déjà commencé, hein. Des investissements à droite, à gauche, bien sûr. Je peux pas en dire plus. Non, t'inquiète. Non, c'est pas que je peux pas en dire plus, c'est juste que c'est le début. Il n'y a rien encore de, tu vois. Mais j'ai déjà des tu commences déjà à placer. Bien sûr, c'est très très important. C'est parce que l'argent, ça part. Hein. Si t'as pas de revenus mensuels, ça peut partir très vite. Même si tu es millionnaire, multimillionnaire, tu vas t'adapter, tu vas claquer 2 fois plus et ça va partir. Tu vas même pas remarquer, tu vois. C'est ça. Donc toujours, il faut, tu vois, toujours investir. Mais c'est ça, parce que tu aurais très bien pu et justement te dire, je suis jeune, donc je profite et je claque le bif et machin. Franchement, j'aurais dû faire ça encore avant, tu vois. Dès qu'il faut directement penser à investissement, tout ça. Et puis ouvrir mon gym, finir ma carrière en beauté et puis aider les autres. Franchement, moi, je prends du plaisir. C'est comme ça, je sais qu'en aidant les personnes, d'autres personnes, je sais pas si sûrement ça te le fait aussi, tu vois. Quand tu aides quelqu'un dans quelque chose, ça fait du bien. Je sais pas, par exemple, dans ton métier, quand tu t'aides les stagiaires, tout ça, en fait, c'est humain. Je pense que le cerveau, il est fait pour que quand tu sais que tu participes à ce que ton environnement ou les gens autour de toi, ça les aide dans leur vie à eux et que tu sais que tu fais progresser dans le bon sens les gens et ton environnement et pas la société, mais tu vois, à ton petit niveau, je pense que le cerveau est fait pour que tu kiffes ça. C'est ça. Franchement, même si j'aurais pas besoin de tout ça, tu vois, je serais bien, etc. Je vais quand même rester dans ce truc-là de coach, d'aider les autres, de progresser, tu sais,
Je sais, tu sais, des fois même quand je vois les amateurs, ceux qui débutent, etc. Et on parle depuis, c'est un kiff en fait de leur, tu vois, de leur expliquer, etc. Je sais par quoi à peu près ils passent, tu vois. Ouais. Et c'est un kiff et ça, c'est vrai. Tu vois que ici ils kiffent et que ça les motive. Et franchement, ouais, c'est ça. C'est comme ça, je vais continuer à kiffer ce que je fais. Ouais. Enfin, kiffer ma life. Kiffe ta life, quoi. Kiffer ma life. Ouais. Voilà. Et Putain, ça me fait 1 heure d'interview, là. ah bah je pense, hein. C'est pour ça. 1h30. C'est pour ça, 1h30. Putain, mais ça passe, hein. Je crois que j'ai jamais fait ça, on a battu le record. Ah bah sûr et certain que... Ah bah sûr et certain. C'est pour ça que je commence à perdre mes mots. Ouais, bah en plus... C'est compréhensible. Parce qu'en plus de ça... Non, en vrai, ça va en plus. Hein. Mais en plus de ça, comme tu as fait entraînement et sparring avant, il faut aussi que les gens sachent que c'est pas en mode t'es frais du matin et tout, tu as eu l'entraînement avant aussi, quoi. Et là, je vais faire un petit fractionné. Oh, tu vas refaire un fractionné, là? Fallait pas le dire, ça. Non, c'est vrai. Tu sais, Nico, il est pas au courant. Mais enfin, il s'en doute. Je lui ai dit que j'allais faire un fractionné aujourd'hui, mais il est complètement contre. Et je suis en train d'hésiter. Bon, si c'est le contre, je pense que... Parce que demain, on a encore un sparring. Mais comme je me sens bien, je me dis qu'un petit fractionné ça, ça peut être... Ton corps te dit que le fractionné, il passe, quoi. Ouais, franchement, je me sens super bien. Ouais. Bah... À voir. J'ai encore 10 minutes à réfléchir. 10 minutes à réfléchir. Je vais appeler Nico. Ouais, histoire d'avoir... le convaincre. Bah, à la limite, là, le seul truc que je vois pour que l'interview soit totale et qu'on ait absolument tous les sujets, et t'inquiète, tu peux envoyer ça en 30 secondes hein, si tu veux, mais on est obligé d'y toucher, le trash talk vite fait. Ouais, bien sûr. Le fait que là, ce qui est bien, c'est que maintenant on t'a vu dans suffisamment de situations pour savoir que on voit comment t'es, dans le sens où tu feras jamais de trash talk où tu vas toucher la famille de la personne, où tu vas essayer d'avoir une info sur lui ou quoi que ce soit pour généralement, et tu me dis si je me gourre, comment toi tu vois le trash talk, mais ce que je vois c'est, tu veux montrer au mec en face que tu as confiance et que tu vas lui faire grosso modo du sale, mais ça n'ira jamais beaucoup plus loin que ça, tu veux juste lui faire comprendre. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, est-ce que c'est ça, et comment toi tu vois le trash talk dans le MMA ou comment tu voudrais le faire? Alors, comment je vois le trash talk? Bien. Franchement, je vois bien. S'il n'y a pas de un gros manque de respect. Un manque de respect, je ne vais pas dire genre je vais te mettre KO. Non, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Mon adversaire me dit je vais te mettre KO. Il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on pense tous et il dit juste ce qu'il pense. Tu vois, maintenant, s'il commence à insulter, ensuite, il y en a encore, ils vont encore plus loin, la famille, la nation. Bien sûr, là, c'est inacceptable, tu vois. C'est inacceptable et c'est même pour la génération, les jeunes qui suivent le MMA, tu vois, il y en a beaucoup maintenant en France. C'est pas une bonne chose, tu vois. Et c'est pas ça que j'ai envie de. Ouais. Même si ça peut m'apporter de l'argent, franchement, je suis très bien, je gagne bien ma vie. Si c'est comme ça et que je dois pas faire tout ça, c'est bien, c'est très très bien. Mais voilà, c'est juste ça. Les insultes, tout ça, c'est. Et puis, regarde par exemple dans la cage, ça m'est arrivé tu vois, c'est sorti tout seul contre Curtis. J'étais tellement énervé que j'ai pété le plomb et j'ai beaucoup regretté après. Parce que je sais que après je parlais russe à ce moment-là. Je sais qu'en Russie, tu vois, par exemple la jeunesse, tout ça, ils ont tous vu ça. Ensuite, il y a mes parents qui m'ont entendu dire un gros mot alors qu'ils m'ont jamais entendu dire ne serait-ce qu'un putain. Ou même encore, tu vois, ils m'ont jamais vu m'énerver, ils m'ont jamais vu, tu vois, et là, ils voient, je suis énervé, je dis un gros mot. Ouais, c'était dur. J'ai eu mon père au téléphone, c'était très, très dur. J'étais très gêné. Mais voilà, c'est juste. Ouais, c'était sur le moment, quoi. Ouais. Je ne peux pas, en fait, insulter. Je ne peux pas faire tout ça. C'est impossible. C'est très, très. Je sais que ma famille va voir ça, mes oncles, mais tu vois. Et même nouvelle génération, j'ai pas envie de donner ce mauvais exemple-là, tu vois, transmettre ça. Et puis j'espère que plus tard ça va changer, parce que tu peux faire le trash talk, mais tout en restant gentil, tu vois, marrant,
tu vois, tu fais ça, mon adversaire est très stoïque, on va rigoler ensemble, y a pas de souci, tu vois. Mais il y a des limites quand même. Faut pas quand même tout accepter, tu vois. Faut pas tout accepter. Faut quand même savoir, pour qu'ils sachent que, bon, t'as des limites, quoi. T'es pas, tu vois. Et du coup, juste ça. Après, maintenant, ça veut pas dire que le prochain qui m'insulte, je vais... Bon, je sais pas comment ça... je sais pas, je peux pas dire. Je ne prévois pas ce que je vais faire, tu vois. En vrai, je suis moi-même, je suis vrai, je suis naturel. Mais voilà, je pense que je vais quand même rester calme. Ouais. Et voilà, te le dire juste ce que j'ai à dire, tu vois. Ouais. Je crois qu'on est pas mal, là. 1h30 d'interview, je crois que ouais. Là, on a bien fait le tour, là. C'est l'interview, elle sort quand, celle-là? Avant l'UFC Paris, ça c'est sûr. Ah ouais, ok. Mais c'est une interview complète comme ça? Ouais. 1h30. Et les gens, ils vont regarder pendant 1h30. Ah bah, et comment, mon pote, hein? Ah ouais. Bah, en fait, c'est ça qui est bien, mais c'est que... déjà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ils te connaîtront, mais comme l'interview qu'on avait faite, elle est beaucoup plus courte qu'on avait fait, tu sais, au Factory à l'époque, c'était il y a des années déjà. Et donc, en fait, en réalité, une vraie interview où on fait vraiment comme ça du début à la fin, en fait, je crois que les gens te connaissent parce qu'ils te voient sur les réseaux, mais du coup, ils savent probablement pas ça de toi, hein, tout ce qu'on vient de dire là. Tu penses? Ouais. Okay. Non, c'est pour ça. Ah ouais, c'est vrai que il y a eu ces questions-là, mais c'était tout le temps coupé. Tu vois. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Là, ce sera du free flow. En fait, c'est ce que je fais généralement, mais je me dis, comme moi, je suis un fan de MMA, est-ce que ça m'intéresserait ce que je suis en train d'écouter ou ce que... là, par exemple, comme je savais quasiment... Dans les grandes lignes, je savais, mais il y a les anecdotes, les trucs comme ça, et puis que je ne savais pas. Vu que ça m'a intéressé et vu que je suis en mode ok, Nassourdine a fait ça, ça. T'es comme ça en fait. T'es comme ça, l'enfoiré. Mais non, justement, au contraire. En fait, Nassour, c'est une mauvaise personne. Non, justement. Il va poursuivre les motards. Le mec qui confond tout, il poursuit avec des machettes. Genre, là, il va me voir comme un sauvage, tu vois. Non, les gars. Il tabassait les enfants à l'école. Ouais, je te jure. Depuis le début, c'est parti en mode bagarre. Non, en vrai, non. Non, mais c'est pour ça, tu vois. En fait, c'est ça, comme on a dit, c'est l'injustice. Ouais. C'est ça qui est énervant, c'est même pas le fait que, tu vois. Et puis, puis voilà, des fois, il faut savoir remettre à leur place. T'es obligé. Sinon. Bah, c'est ça. Si tu tolères tout, on te fait tout. C'est inévitable, tu vois. Ouais. Si tu vas commencer à tout accepter, au final, ça va être dur de te regarder dans la glace. Ouais. Ça va ou pas? Bah, c'est ça. Enfin, pour moi. Hein. Je pense que c'est humain. C'est humain, c'est si tu acceptes tout et que tu tolères tout et que on te manque de respect, qu'on te crache dessus, etc. et que tu ne réponds jamais. Et déjà, par exemple, à l'école, si dès le début, tu montres pas que si jamais tu me cherches, ça peut aller loin ou tu vois, il faut qu'ils voient ce côté-là, tu n'acceptes pas tout. Sinon, tu vas être harcelé tout pendant tout l'enfance scolaire. Bon, ça, je dis entre nous, après tu pourras couper si tu veux. Mais tu sais qu'en plus, Benoît Saint-Denis disait la même chose. Hein. Vous êtes pareil sur ce truc-là, tu vois. Ouais, mais après, bon, j'insiste pas, tu vois, il faut pas se battre non plus, mais il faut montrer, tu vois, il faut pas non plus. Juste ne pas se laisser. Trop laisser marcher dessus parce que ça va durer très longtemps. Aujourd'hui, ça sera juste un regard, demain, ça sera une insulte, après demain, ça va commencer à te taper jusqu'à que tu pètes les plombs et là, tu vas vraiment le fracasser parce que tu as pété les plombs. Alors, c'est mieux de, dès le début, remettre à sa place et après, tu es tranquille toute l'année. Moi, en tout cas, c'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passait, tu vois. Il n'y avait pas besoin de se battre tout le temps, tu vois. Ouais. Putain, c'est marrant, vous êtes vraiment ultra similaires sur ça avec Benoît Saint-Denis, parce que dans une interview, c'est ce qu'il avait dit, c'est généralement le mec qui était un peu le harceleur de l'école ou quoi, il y avait une bagarre au début de l'année, le mec était corrigé, il n'y en avait plus du tout jusqu'à la fin. C'est exactement ça. Ouais. Exactement, tu te bats une fois et quand ils voient que tu peux riposter, ça y est. Ouais. Et voilà, après tu peux... Ouais. Mais... Ensuite, t'es le roi, comme on dit. moi, ça m'arrivait d'aller défendre des personnes qui se laissaient faire, tu vois. Ah ouais, encore une fois, ouais, bien sûr, qui sont plus faibles, Mon père, il m'a toujours dit ça, tu vois. Jamais tu cherches la merde, jamais tu cherches la bagarre. Si on te touche, là, tu ripostes 2 fois plus, tu vois.
Et pareil, pour tu vois, tu défends toujours les plus, tu vois. Les plus faibles. Les plus faibles, ouais. Bah, en soi, c'est des bails de tout autour de la planète, parce que donc, ça, c'est la famille au Daghestan, ton papa au Daghestan, les chevaliers, même délire dans l'histoire de... Enfin, c'est tout autour de la planète. S'il y a bien une raison, je pense, si ça a fait un peu... si c'est dans toutes les histoires qu'on raconte aux enfants, c'est que probablement que c'est une bonne manière d'être dans la vie et de se comporter que de faire ça, quoi. Exactement. Bah, Exactly. On a bien fini là. Exact. Bah, je pense, hein. Ouais, en vrai, en plus, c'est cool de finir sur un truc comme ça. J'ai vu que tu t'inquiétais, donc ça non, alors là, non, honnêtement, je m'inquiétais pas du tout, parce qu'en plus, c'est ça qui est bien, c'est que généralement, là, comme ça, c'est le cas. Après 1 heure d'interview, bon, comme on se connaît d'avant, mais c'est tellement... Enfin, si jamais on était vraiment complètement faux et que t'étais pas vraiment comme ça dans la vie de tous les jours et machin, je pense qu'après 1h30, on commencerait à voir le masque un peu et quitter vraiment. Donc, en final, c'est encore mieux, tu vois. C'est que... C'est cool. Ouais. C'est cool. Bon, allez, la poignée de main traditionnelle. Ça, on devait le faire au début, ça, en plus. On l'a oublié de le faire au début ? Eh oui, c'est vrai en plus. On avait dit, hein. C'est vrai. Après le clap, boum. Bonjour. Bon, bah il y a eu le clap, c'est le plus important. On refait tout. C'est comme on est revenu au début, on revient. Allez. Bon, bah merci Nassin. Ouais, c'est cool. Ah, parfait. Merci beaucoup. Bon, bah là, on est bien.